Juste vous remercier toutes et tous d'être présents et remercier l'UNES de cette collaboration étroite qu'on a depuis sa mise en place en 2015, époque à laquelle j'ai fait connaissance d'Olivier Palombi. Moi, je ne vais pas être trop bavard, je vais juste vous introduire le sujet en disant que Éric Le Chevalier, qui utilise dans son université les tests de concordance de script, a eu l'idée que les collèges pourraient aider à rédiger des sujets de TCS. C'est Claire Lehello qui vient de rejoindre le bureau de la CNCEM, s'est attelée à cette thématique. Et donc, je vais leur laisser la parole et sans plus tarder, fermer mon micro. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci Luc. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'idée était née de réunir pour des TCS des experts d'une même spécialité dans une même subdivision risquée de poser problème. Et donc on avait eu une réflexion pour créer des TCS avec donc un panel d'experts sur le plan national. Pour rappel, les tests de concordance de script sont dans l'arrêté de la R2C et les premiers TCS figureront dans l'examen dématérialisé d'octobre 2024. Donc, ils vont concerner les DFA SM1 actuels, puisque c'est bien ça, hein, Claire? Oui, 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 oui. Euh, puisque voilà, donc les examens dématérialisés se passent maintenant en fin de DFASM 2, donc au mois d'octobre. Ce qui est donc ces étudiants qui vont entrer en DFASM 2 en septembre 2023 vont être la première promotion à avoir les tests de concordance de script, et donc il faut qu'on commence à leur montrer ce qu'est un concordance de script. Et Damien Roux nous fera rapidement une synthèse sur ce qu'est un test de concordance de script. Donc, on a à la rentrée un petit peu moins enfin un petit peu plus d'une année pour les préparer, puisque d'expérience, le raisonnement des étudiants pour répondre à un test de concordance de script est totalement différent d'un raisonnement, d'un QRP ou d'un CROC ou d'un QRU. Euh, mais pour leur montrer ce qu'est un test de concordance de script, il faut avoir la notation et avoir les réponses des experts. Donc le but était de faire une banque nationale à disposition de tous les enseignants, mais avec des TCS qui sont rédigés et validés par chaque collège et mis à disposition de chaque enseignant dès la rentrée pour préparer les enseignements dirigés ou les cours qu'il faut. Ce qui est prévu, et Damien nous le confirmera probablement, c'est que normalement, un test de concordance de script est en tout début de mini-dossier progressif. Donc, c'est une petite vignette. Et la première question est le test de concordance de script. Et ensuite viennent les 2, 3, 4 questions du mini-DP. Et pour terminer, en principe, il est prévu qu'il y ait un test de concordance de script par groupe de spécialité. Donc, il y aura 13 tests de concordance de script pour les examens dématérialisés d'octobre 2024. Au Voilà un minimum. petit Au oui, minimum. au minimum. Voilà, ça c'est un détail important. Donc voilà pour situer le contexte. La première partie, on va donner la parole à Damien Roux, qui est un petit peu coincé sur son agenda, et que je remercie d'être là pour nous guider sur les tests de concordance de script. Ensuite, on fera une petite discussion, et ensuite, ce sera l'UNES qui nous présentera la solution. Claire, tu voulais dire quelque chose? J'ai peut-être Non, oublié quelque chose? non, je pense que tu as tout bien dit. Peut-être sur Euh, les référents?
Ah oui, sur les référents. Donc là, j'ai envoyé des mails à chaque président de collège parce que pour l'enregistrement des TCS qu'on va vous expliquer sur la plateforme UNES, on a besoin d'un nom de référent par collège et de 2 rédacteurs par collège. Donc j'ai déjà reçu des réponses. Mais je vais vous relancer si vous nous avez pas communiqué un nom de référent et 2 noms de rédacteurs, qui seront les personnes qui pourront enregistrer les TCS dans la base, dans la banque nationale en fait, qu'on aimerait bien être mise en place pour la rentrée prochaine, Merci Claire. pour entraîner les étudiants. Voilà, donc Damien Roux va nous expliquer comment on fabrique un bon TCS. Merci, bonjour tout le monde. Peut-être une micro-précision, c'est en début de l'EFSM 3 et pas en fin de l'EFSM 2, les EDF, c'est en octobre, et donc la rentrée universitaire c'est septembre, donc les examens ne sont que en sixième année, c'est un premier point. Et juste un deuxième point qui est un peu, pas strictement parallèle à ça, mais sur l'utilisation de la banque, quand on parle bien des examens facultaires et potentiellement de l'entraînement des étudiants. En tant que président du conseil scientifique de médecine, je précise que les TCS qui sont soumis aux EDN, aux étudiants, viendront d'une banque indépendante qui est créée au ministère. C'est à la différence des ECOS qui pourront émaner de banques nationales, les TCS, au même titre que les questions, les dossiers progressifs, etc., sont écrits par les experts du CNCI au ministère sur une plateforme sécurisée qui n'a pas de lien avec ça. C'était juste pour qu'on soit bien clair sur le périmètre de ce qu'on propose. Tout à fait, non, c'est important aussi de préciser, oui. Donc, test de concordance de script, test, ça pose de questions à personne. Concordance, c'est juste voir si, on verra, la réponse des étudiants est concordant avec la réponse des experts. Et de quelle réponse on parle? On parle de l'analyse des scripts cognitifs. Et donc, avant de parler de test de concordance de script au sens large, je pense que c'est intéressant de s'intéresser aux scripts. Et pour faire ça, il faut toujours inviter un bon ami, il s'appelle Thierry Pellaccia, qui travaille sur le raisonnement clinique et qui est responsable du Centre de formation et de recherche en pédagogie des sciences de la santé. Donc, c'est un ami qu'il faut toujours avoir sous la main et et je lui pique, donc je le cite, quelques diapositives. Mais sur c'est quoi le raisonnement clinique et à quoi on cherche, qu'est-ce qu'on cherche à évaluer quand on fait un test de concordance de script. Donc, vous connaissez probablement le système 1 et le système 2 dans la démarche diagnostique. Le système 1 qui est intuitif, c'est-à-dire qu'on vous donne quelques informations et là, votre cerveau, de manière complètement pour vous passive, sans effort, va dire « je pense à ça ». On voit quelqu'un marcher dans la rue, il vient de porter un gros sac et puis il s'appuie sur le dos en disant « ah, j'ai mal » comme ça. Maintenant, votre cerveau, pensez à un lumbago. Vous n'avez pas réfléchi au lumbago. Et ensuite, vous allez essayer de déchiffrer ces choses-là en comparant ce que vous attendez dans une suspicion de lumbago de ce que vous allez voir réellement. Et donc, c'est cette démarche hypothético-déductive et les hypothèses initiales, ce qu'on appelle les prototypes, c'est-à-dire il y a de la fièvre et les signes fonctionnels urinaires dans mon cerveau, il sort pyélonéphrite sans que j'y réfléchisse, c'est intuitif. Et c'est ce qu'on appelle ces prototypes-là, sont de plus en plus aboutis avec l'expertise, mais ne demandent pas d'effort. Ça, c'est le système 1, qui est purement intuitif. Et le système, et donc il génère des hypothèses, et le système 2, il va aller chercher des informations spécifiques pour aller valider ou invalider ces hypothèses a priori. Et en fait, c'est ça les scripts cognitifs. C'est ça qu'on va aller regarder dans le test de concordance de script. On va regarder ces micro-étapes du raisonnement auxquelles on ne pense même plus, nous, comme experts. C'est-à-dire qu'on voit le malade, on capte suffisamment d'informations pour aller très vite, mais l'étudiant doit aller déchiffrer ces différentes étapes. Et donc, c'est ça, ce sont les scripts cognitifs. Voilà, suspicion d'infarctus, bon, on a quelqu'un, il a 50 ans, il fume, il a une douleur dans la poitrine qui est un peu constrictive. Bon, OK, notre cerveau, il fait, c'est jusqu'à preuve du contraire, un syndrome coronaire aigu. On a d'autres hypothèses, mais le cerveau l'a fait de manière purement intuitive. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller regarder l'électrocardiogramme, on va aller poser un peu plus de détails sur la typologie de la douleur. On va peut-être aller faire un dosage de troponine. En tout cas, on aura fait le CG avant, on est bien d'accord. Et on va regarder si le résultat de ce truc-là est cohérent avec l'hypothèse qu'on avait au départ, ou s'il est incohérent, et donc s'il valide ou invalide, et pas à pas comme ça, avec un certain nombre d'éléments, eh bien, on va aller valider ou invalider l'hypothèse a priori, et puis ensuite, on peut changer d'hypothèse si elle est invalidée, on va aller plus loin. Ça, c'est un travail qui est beaucoup plus costaud, et ça, c'est ça le script qu'on va aller regarder. Et donc, ces tests-là sont vraiment, les TCS sont le moment où on évalue ces micro-étapes au sein du raisonnement médical d'un étudiant. On regarde s'il est concordant avec ceux
des panélistes qui sont typiquement des experts de la spécialité. Et donc, on va être très, très simple. Après, on pourra échanger assez largement. Mais donc, la vignette clinique, c'est pour le deuxième cycle, je vais vous dire, moi, mon sentiment, de la façon dont je les écris, c'est la première minute de consultation. Moi, en tant que réanimateur, c'est l'urgentiste ou le SAMU qui m'appelle. Et il me dit, tiens, il y a ça, et mon cerveau, d'emblée, il pense, voilà, il y a quelqu'un qui est fumeur, qui est suspect de BLSE et qui est en sueur et qui a du mal, bon, ok, exacerbation de BPCO, et puis on va aller confirmer les choses. De temps en temps, c'est pas ça, de temps en temps, c'est ça, mais en fait, on va aller regarder ensuite. Et donc, l'enjeu dans le TCS, c'est que l'étudiant ne fait pas l'effort spécifiquement d'analyser la situation clinique. La situation clinique, elle est donnée. Et l'expert va, donc c'est cette situation de départ, hein, si on le regarde dans la réforme du deuxième cycle, et l'expert qui l'écrit, il a des hypothèses basées sur ces prototypes. C'est simple, c'est évident, c'est pas un piège, c'est rien, c'est ce qui vient dans votre cerveau. Ça ne demande pas un effort d'écrire un test de concordance de script, à la différence des QCM, QRP, un dossier progressif, etc., où on doit travailler sur les distracteurs, ces choses-là. Là, le test de concordance de script, c'est la vignette très simple, c'est ce qui s'est passé dans la nuit ou dans la journée en consultation ou peu importe. Vous écrivez ça et il y a des hypothèses, elles s'imposent à vous et c'est ça. Et là, il ne peut pas y avoir de piège puisque c'est ce que votre cerveau sort de manière intuitive sans effort. Donc ça, c'est imposé à l'étudiant. Donc il n'a pas besoin, on ne teste pas ces prototypes. Hein. Le prototype, l'étudiant, c'est la question à réponse unique en début de dossier progressif. On donne une vignette un peu incomplète, on lui dit quelle est l'hypothèse la plus probable. Là, on teste son prototype. Là, ce n'est pas ça. Là, on lui impose le prototype et on lui donne une nouvelle information. On va aller dans la phase déductive de cette réflexion hypothético-déductive. Et donc, on lui donne une nouvelle information. C'est quoi? C'est la question que je pose au médecin du SAMU que j'ai au téléphone, c'est la question qu'on pose à l'étudiant, c'est le résultat d'un bilan biologique, d'un ECG, etc. Donc, ça peut être du diagnostic, de la sémio, examen complémentaire, on peut aller plus loin, on peut faire des choses d'éthique, etc. Donc, pour l'étudiant, ça se présente comme ça. La vignette, l'hypothèse initiale pyélonéphrite, là, c'est une dame voilà, qui a de la fièvre, qui a des douleurs abdominales, elle a un antécédent d'infection urinaire. Bon, on a le droit de penser une pyélonéphrite, ça peut être d'autres choses, mais dans les hypothèses qu'on a, on va mettre pyélonéphrite, ce n'est pas un piège. Et on pose la question, ah là, on est aux urgences, on dit, est-ce que madame, vous avez des brûlures mictionnelles? Et là, elle vous répond. Donc ça, vous proposez ça à l'étudiant. Donc il n'a toujours pas fait d'effort, l'étudiant, on lui impose ça. Et la question qui est posée, et c'est ça le script, c'est en quoi cette information, là, ici, l'absence de signes fonctionnels urinaires, impacte sur l'hypothèse imposée au départ. Donc, on ne demande pas quelle est la probabilité de la pyélonéphrite. Là, à l'étudiant, sur cette échelle de Likert qui va arriver, on va demander en quoi cette information altère de manière positive ou négative ou n'altère pas, c'est-à-dire ne modifie pas l'hypothèse a priori, sur cette échelle de Likert de -2 à +2. De -2, ça devient beaucoup moins évident. De +2, ça semble beaucoup plus probable. Le 0 étant quelque chose de neutre, ça ne veut pas dire je ne sais pas, ça veut juste dire cette information, pour moi, ne modifie pas l'hypothèse a priori que j'avais. C'est probablement cet ancrage 0 qui est le plus dur à comprendre. L'autre élément essentiel qu'il faut répéter, non seulement aux étudiants, mais encore plus au panel d'experts, c'est qu'on ne regarde pas l'hypothèse de la pyélonéphrite, on regarde l'impact de la nouvelle information sur l'hypothèse a priori. Je donne un exemple qui avait posé problème, c'était un tableau d'un gamin qui avait un syndrome infectieux et on proposait de prescrire de l'amoxicilline et on donnait une information. L'information qui, fondamentalement, n'altérait pas de manière évidente l'idée de prescrire ou pas prescrire l'amoxicilline. Mais les experts avaient tellement envie de prescrire l'amoxicilline qu'ils avaient mis +2. Ils jugeaient l'intérêt de l'amoxicilline et pas l'impact de l'information sur l'intérêt de l'amoxicilline. Donc l'enjeu le plus dur sur le plan pédagogique dans le test de concordance de script, c'est ce point-là, et donc cet ancrage à 0, et en tout cas de toujours essayer d'évaluer l'impact de l'information sur l'hypothèse et non pas l'hypothèse a priori. Donc, l'étudiant, il se positionne de -2 à +2, et encore une fois, le 0, c'est cette information n'altère pas mon hypothèse a priori. En fait, c'est ça qu'on fait, c'est ça les scripts cognitifs. Je suis un expert, et l'information qu'on me donne, c'est un cube qui doit rentrer dans un truc carré. Puis de temps en temps, la réponse, elle est triangulaire. Et donc, ça ne rentre pas. Et donc, ça invalide un peu l'hypothèse. Alors que si ça rentre bien, c'est très bien. En fait, on fait
La démarche hypothético-déductive, on l'a depuis la naissance. Hein. Si vous voyez un éléphant traverser la rue, la première chose que vous allez voir, ça c'est un éléphant, puis vous allez vérifier que c'est un éléphant. Et ben en fait, on fait la même chose en permanence. Dans la médecine, c'est la même chose qu'un enfant en maternelle. Seulement, on devient expert, c'est-à-dire que les prototypes sont bien meilleurs et les scripts sont mieux organisés et on est capable de hiérarchiser vraiment les éléments essentiels. Et donc, c'est ça, en fait, les scripts, c'est de choisir les bons éléments qui vont réellement vous faire prendre dans un carrefour à droite ou à gauche pour telle pathologie plutôt à droite ou telle pathologie plutôt à gauche. C'est ça l'expertise. Mais finalement, la démarche fondamentale cognitive est la même. Alors, élément important à bien saisir, c'est comment on corrige, quels sont les points qui sont attribués. Donc, pour pouvoir corriger un test de concordance de script, puisque c'est concordant à un panel d'experts, il faut d'abord avoir la réponse du panel d'experts. Donc, les experts jouent exactement le même examen que les étudiants. Bon, ça ne va pas être les mêmes conditions, mais en toute théorie, il faudrait qu'ils jouent exactement de la même façon, avec le même temps de réponse, etc. Là, je donne un exemple sur 20 experts qui ont répondu. Alors, c'est sur une question aléatoire. Hein. Il y en a 3 qui sont mis sur 0, l'information n'influe pas l'hypothèse a priori. 12 qui se mettent en +1, ça la consolide. Et 5 qui se mettent en +2, ça la rend vraiment très forte. Donc, on définit ce qu'on appelle la réponse modale, c'est-à-dire la réponse sur laquelle le plus d'experts s'est positionné. Là, 12 en l'occurrence. Et donc, cette réponse modale donne 1 point. Si l'étudiant se met sur +1, il a répondu comme la majorité des experts. Sur la réponse modale, il a 1 point à la question. S'il se positionne sur une proposition de réponse sur laquelle aucun expert n'a répondu, -2, -1, il a 0. Et sur les autres, où des experts se sont positionnés, mais pas la majorité, eh bien, c'est le ratio du nombre d'experts positionnés sur la même réponse que l'étudiant divisé par le nombre d'experts qui s'est positionné sur la réponse modale. Donc, ce n'est pas 3 sur 20, mais bien 3 sur 12. En quoi c'est intéressant? C'est que si vous avez 20 experts et qu'il y en a, par exemple, 9 qui se mettent sur le 0 et 11 sur le +1, on se doute qu'on est entre ces deux zones-là. Et bien, un étudiant qui répond sur +1, il a 1 point. Un étudiant qui répond sur 0, il a 9/11e de points. Très proche, en fait. Donc, c'est en ça que c'est très pertinent en termes de notation. Et donc, plus on est proche du comportement majoritaire des experts, et plus on a une réponse, un nombre de points qui se rapproche de eux. Alors, c'est quoi les difficultés des TCS? Les difficultés des TCS, c'est que de temps en temps, on écrit et puis les gens lisent les choses de manière diverse et c'est des propositions tendancieuses. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a les mêmes choses sur les QCM, les QRU, QRU un peu moins, mais sur des QCM. Et on se rend compte sur les statistiques de réponse des étudiants qu'ils ont lu différemment la proposition. Et ça, quand il y a 9000 étudiants en conseil scientifique versus un groupe d'enseignants, ils sont forts pour voir ces choses-là. Donc, quand on devient très expert en écriture, on arrive à éviter cela. Mais ça passe quand même de temps en temps. Et donc là, on voit qu'il y a des experts qui ont lu de manière complètement opposée aux autres. Ça, c'est probablement un problème d'écriture. Et donc, ce TCS, il est à la poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, on ne l'a même pas soumis aux étudiants, qui va à la poubelle. On ne peut pas utiliser un test de concordance de script comme ça. Quand la réponse est complètement uniforme, c'est un papier, là, vous avez des références et je pourrais vous les adresser. Quand la réponse est complètement uniforme, pareil, ce n'est pas un TCF, en fait, il y a plus, là, on n'analyse plus un script, il y a des problèmes d'écriture probablement. Typiquement, c'est ce genre de réponse qu'on a, qui est centré sur -1, 0, +1, et qui, comme ça, sont répartis à droite et à gauche de la même façon. On a le droit d'avoir du -2 et du +2 majoritaire. De manière plus rare, mais ça arrive, on a du 100% +2 ou du 100% -2. Ça s'appelle une question à réponse unique. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas n'importe quoi, mais c'est juste, en fait, c'est une question à réponse unique. Donc, ça aurait plutôt dû être écrit comme une QRU, mais ce n'est pas très grave si ça arrive dans un TCF. Le TCF reste métriquement valable. Et puis, de temps en temps, on a ça. Et ça, typiquement, c'est quand un expert il a mal lu simplement, parce qu'il l'a fait, puis il était en train d'être interrompu, il avait reçu 2 coups de téléphone en même temps, et puis quand il a coché, il s'est trompé. L'interprétation de ça, elle est diverse. Je vais être très transparent. Moi, ces réponses-là, je les efface. Je n'ai pas envie de perdre un TCS qui était en fait valable. Après, il faut lire le TCS, il faut vérifier et se rendre compte que ça n'a aucun sens. Et dans ce cas-là, j'efface la réponse de l'expert.
Donc ça, c'est un élément essentiel. Et ça, je parle à l'UNES, je ne sais pas comment ça a été programmé, mais il faut que les experts puissent dire « je ne suis pas à l'aise avec cette réponse, je ne me positionne pas ». Il faut que l'expert, le panel qu'on stimule, doit se positionner de +2 à -2, mais il faut aussi qu'il y ait une sixième possibilité qui est « je ne me positionne pas, je ne suis pas à l'aise sur le truc ». Moi, je participe à beaucoup de TCS de maladies infectieuses. Quand on est très loin de la réanimation sur des trucs, il y a des fois, je ne me sens pas une maladie infectieuse, sexuellement transmissible sur certains trucs, je ne sais pas. Et donc, j'ai cette possibilité de dire, écoutez, les gars, là, moi, je veux bien participer aux infections que je connais bien, mais là-dessus, je ne me positionne pas. Donc, ça, c'est un élément qui est assez important. Mais en tout cas, c'est ça dont on a besoin. Ces choses-là peuvent arriver, mais il faut avoir la possibilité d'enlever l'outlier. Je trouve ça plus correct que de supprimer le TCS, parce que sinon on se met quand même en difficulté, parce que ça arrive quand même qu'un certain nombre de panélistes de temps en temps fassent pas gaffe, vont un peu vite et se trompent. Alors, le dernier point que je voulais aborder avant une discussion potentielle, c'est quoi un expert? Et en fait, il faut bien parler des panélistes plutôt que des experts, encore plus en deuxième cycle, et je vous montrerai une étude qu'on a faite. Là, c'est Bernard Charlin qui a créé le concept de test de concordance de script, puis ensuite d'apprentissage par concordance, qu'on pourra aborder aussi si vous le souhaitez. On a mis un enseignement complémentaire optionnel en place là, sur UPC qui a très bien marché. Ils ont pris 80 internes de médecine générale, et puis ils ont fait corriger, les panélistes étaient soit des médecins généralistes non universitaires, soit des médecins généralistes universitaires, c'est-à-dire ceux qui font l'enseignement à ces médecins généralistes. Et évidemment, on s'en doutait, les internes sont plus concordants avec leurs propres enseignants qu'avec leurs pairs non enseignants. Mais globalement, vous voyez qu'on passait de 76% de la note à 72%, la pertinence, la différence reste modeste, mais on voit quand même finalement qu'on est plus concordant avec les gens qui nous enseignent qu'avec nos pairs qui ne font pas notre enseignement. Mais néanmoins, vous voyez que la corrélation était très bonne, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui a un peu d'expérience médicale et qui va aborder des questions sur lesquelles il se sent relativement à l'aise est apte à être panéliste. Alors, je vais aller un tout petit peu plus loin là-dessus. On avait publié dans le BMC Medical Education, c'était un mémoire DU de pédagogie que j'avais encadré en 2020, l'impact justement de l'expérience du panel, parce qu'on était confronté à ça quand on voulait mettre ça en place sur Paris. Donc, l'impact de l'expérience des panélistes sur le score des étudiants. Et en fait, ce qu'on voit, donc on avait fait pas mal, hein, c'était une grosse analyse avec, je crois, 970 ou 935, vous voyez, étudiants, donc c'est la plus grosse étude en termes de cohorte. Ce qu'on voit, c'est que si on utilise, alors l'élément essentiel, c'est que des tests de concordance de script destinés au deuxième cycle. Donc, on est très loin quand même de la difficulté, des trucs un peu sioux du troisième cycle de formation médicale continue. Eh bien, on voit que finalement, si ce sont des internes ou des médecins, des docteurs sans expérience, c'est-à-dire moins de 5 ans d'expérience ou expérimenté, c'est-à-dire que c'était plus de 5 ans, hein, ce n'est pas non plus une expérience énorme, on voit qu'il n'y a pas énormément de différence. Évidemment, les internes sont plus proches des externes, et plus on a de l'expérience, plus la concordance de script est faible. C'était significatif sur le plan statistique, mais on voit bien que ça n'a aucun impact en termes de notes absolues, mais comme on avait des effectifs courants, il y avait un P au millième, mais on voit que ça ne change pas grand-chose. Et c'était des questions de cardiologie. On voyait que quand c'était des cardiologues ou des urgentistes, sur du deuxième cycle, ça ne changeait rien. Et c'était vrai, on avait fait des modulations avec 10, 15, 20 experts, ça ne changeait pas fondamentalement les choses. Donc, on parle de TCS là, de deuxième cycle. Tout le monde peut participer à partir du moment, les internes, pour nous, c'était intéressant, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure cible, mais on n'a pas besoin d'être PUPH de 10 ans d'âge pour être panéliste, et n'importe qui, universitaire ou extra-universitaire, qui est motivé et qui veut bien comprendre ce qu'est le TCS peut répondre en tant que panéliste pour du deuxième cycle. Ce qui est recommandé, c'est au minimum pour des TCS sanctionnants, validant au moins un panel de 15. Mais voilà, l'expérience montre que ce n'est pas dramatique si on est un petit peu en dessous. Et donc, peut-être pour certaines spécialités, 15 sera de temps en temps difficile à atteindre, ce qui n'est pas dramatique.
Voilà, donc écoutez, moi j'ai fini les grands messages que je voulais dire. Je ne voulais pas être trop long. Et juste, il y a deux papiers qui peuvent être lus, de Bernard Charlin, qui sont assez intéressants. Et puis, je vous ai mis, parce que je pourrais vous donner mon diaporama, c'est Bernard Charlin qui précise la différence entre ce qui est un QCM et un TCS. Voilà, et donc je pense que c'est assez intéressant de s'imprégner de ça pour bien voir que le problème du TCS, c'est qu'on a vendu la problématique de l'incertitude, etc. Mais en fait, c'est la problématique de la vraie vie. On n'a pas toutes les informations et malgré ça, notre cerveau, il nous impose des hypothèses et on ne va faire que aller vérifier de manière positive ou négative ces hypothèses en fonction d'informations qui nous semblent hypothétiquement les plus pertinentes. C'est ça les scripts cognitifs. Voilà, je vous remercie de votre attention et je reste disponible. Merci beaucoup. Donc, on aura votre PDF de présentation, vous… Oui, absolument. Je vois là, il y a une question qui est… Oui, voilà, j'allais vous la poser. Voilà. Donc, merci pour votre présentation. Le nombre d'hypothèses par TCS est donc bien de 3. Alors, non, c'est hyper intéressant cette question-là. Dans les TCS, les TCS dits classiques existeront aux EDN, c'est-à-dire une vignette, 3 hypothèses. Ces 3 hypothèses sont indépendantes les unes des autres et une information en regard de chaque hypothèse et on évalue l'impact de l'information pour l'hypothèse qui est proposée, qui est en regard. Le TCS classique, il sera aux EDN. Parce que je trouvais ça intéressant, les dossiers progressifs, on peut utiliser hypothétiquement un TCS. Mais dans ce cas-là, c'est une seule hypothèse. Et en fait, vous allez vous donner une vignette clinique, etc. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que c'est ce qu'on fait en pratique clinique. On a cette hypothèse-là, mais au lieu de la poser en QRE à l'étudiant, on lui impose cette hypothèse et puis on rajoute une information, mais qui est incluse dans le dossier progressif, en fait, qui est une vraie nouvelle information dans le dossier progressif. Mais dans ce cas-là, c'est une seule hypothèse et une seule information et c'est une seule question. Alors que le TCS classique avec les 3 hypothèses vaudra 3 questions et 3 points au final. On n'a pas fait quelque chose que moi j'aime beaucoup et qu'on utilise en 3e cycle, et je vois Taïfam qui est là, il y a peut-être Dominique, pour les collèges de Mire, c'est ce qu'on appelle le TCS progressif. En fait, il y a une seule publication sur le TCS progressif qui est comme un dossier progressif, sauf que c'est du 100% TCS. Et en fait, à chaque fois, on avance dans le dossier avec une hypothèse diagnostique, l'hypothèse d'une prescription, l'impact du résultat de ce qu'on a exploré sur l'hypothèse au départ, et puis tel traitement, mais en fait, vous apprenez qu'il y a une allergie à tel produit de contraste iodé à ce moment-là. Enfin, je ne sais rien, on peut tout faire. Et donc, ça, c'est le TCS progressif. Il n'y a qu'une seule publication. Moi, je l'utilise en 3e cycle, mais on ne l'utilise pas. Il n'y avait pas de données scientifiques, pédagogiques suffisantes pour le mettre dans le 2e cycle. Alors, pourquoi on l'a mis en seule première question d'un dossier progressif? Ce n'est pas parce que ce n'est pas intéressant en 4e question, c'est juste que pour avoir la participation du panel, si on demande aux panélistes d'aller lire l'ensemble du dossier progressif pour trouver le TCS à la 6e question, on n'allait pas y arriver. Et donc, finalement, on l'a autorisé uniquement pour la première question. Et pour qu'on stimulera le panel au niveau national pour les EDN, eh bien, il aura juste la vignette de départ et la première question à lire, et puis après, il s'en arrête là. Et ensuite, ça redeviendra de la docimologie telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais là, pour une banque de TCS formatif, vous conseillez des TCS avec une seule hypothèse? En fait, c'est libre. Je propose ce qu'on proposera aux EDN, c'est-à-dire des TCS classiques avec une vignette, 3 hypothèses, 3 informations, tout étant indépendant les unes des autres. Le TCS classique tel qu'il a été largement publié et exploré. Et puis, ne pas s'interdire de mettre un test de concordance de script dans un dossier progressif, mais il faut vérifier dans ce cas-là comment on peut, au niveau de l'UNES, stimuler le panel. D'accord. Il y a une avalanche de questions. Oui. Claire, je te laisse les défiler. Alors, il y a une question. Quel délai de réponse autorisé pour un TCS? Typiquement 1 minute par question. 1 minute, d'accord. Est-ce que les TCS ne seront posés que dans les mini-dossiers à la première question? Donc ça… Les mini-DP que la première question, mais la possibilité de faire des TCS classiques avec 3 hypothèses et 3 informations. Voilà. Alors ensuite, il y a beaucoup de questions sur les panélistes, c'est-à-dire, grossièrement, je vais regrouper plusieurs questions. Comment est-ce qu'on constitue un panel? Quelles sont les meilleures personnes pour constituer le panel?
Eh bien, moi, ma réponse, c'est que pour le deuxième cycle, n'importe quel médecin qui se sent à l'aise avec la question est un bon membre du panel. Je ne pense pas qu'il faille faire participer les internes, mais on a vu que ce n'était pas fondamentalement différent, même si la différence était significativement, enfin statistiquement significative. Ça ne changeait rien dans le fond, on était à 1 ou 2% de différence sur la note. Donc, n'importe qui, à mon sens, je parle bien de TCS de deuxième cycle, hein, et il faut les différencier de la formation médicale continue ou du troisième cycle pour lequel ça avait été développé au départ. Pour le deuxième cycle, n'importe lequel qui est motivé, qui a envie de le faire, très sincèrement, quand on est, moi je le fais, hein, j'en reçois 15 de David Lebeau là, en infectieux sur UPC, franchement ça vous prend 5-10 minutes maximum, ce que vous lisez, c'est évident, c'est du deuxième cycle, vous cliquez, ça avance, et c'est plutôt amusant parce que vous pouvez voir ensuite la répartition des autres de manière anonyme, et c'est quand même amusant de se comparer aux autres. Voilà, donc ça c'est assez simple. Peut-on avoir plus de 20 experts? Ah oui, plus on est nombreux, mieux c'est. Avec le vrai risque, puisqu'on s'amuse à ça et on en a 50 au collège qui participent en général pour les trucs de troisième cycle, il y a toujours 1 ou 2 outliers. Et donc, si on dépasse les 15-20, il faut penser à les virer ceux qui ont une réponse aberrante parce qu'ils n'étaient pas très concentrés ou parce qu'ils veulent s'amuser et provoquer, parce qu'ils sont un peu réticents, ce qui m'est arrivé. Alors après, je remonte les questions parce que je suis allée un peu dans le désordre. Il y a beaucoup sur l'interface. Et donc là, peut-être que Eric va nous donner quelques éléments, mais de toute façon, on va en reparler puisque Oui, l'interface, ça va être l'interface de l'UNES. oui, ça sera sur le Ça sera suivant. le topo suivant. Voilà, oui. Donc tout ce qui est les questions sur quelle interface rédigez-vous, pour la banque, que devons-nous constituer, tout ça, on va le voir sur le topo suivant. Moi, je Alors, il pense y a, qu'il faut proposer des TCS standards, c'est-à-dire une vignette avec 3 hypothèses pour la banque. c'est ça, pour l'entraînement. Parce que là, ce Voilà, qu'on vous demande, c'est des TCS pour l'entraînement des étudiants. Quelqu'un qui a dit bonjour, comment soumettre les TCS aux experts? J'avais utilisé un Google Form quand j'en avais créé. ça, on va le voir tout à l'heure, là. Oui, peut-être un commentaire clair, c'est qu'on a bien discuté en conférence des doyens Oui, du fait qu'on pourrait utiliser ces tests de concordance de script pour entraîner les étudiants, mais aussi les enseignants pourraient piocher sur une banque nationale pour faire les examens facultaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est dans cet état d'esprit que nos collègues de l'UNES nous accueillent sur leur plateforme. Et il y aura la possibilité donc que ces tests soient je dirais, accumulés sur une base de données qui va nous être présentée tout à l'heure et sur laquelle on pourra finalement aller les piocher quelques jours avant les examens facultaires pour constituer, par exemple, la première question d'un dossier progressif court. Je vous ai mis dans le texte, là, enfin dans la discussion, à la fois ma présentation et puis 2-3 papiers là, pour ceux qui souhaitent. Merci. Il y avait une question intéressante, Oui, les TCS. Excuse-moi, Claire. Oui. C'était sur les rangs A et rangs B. Alors, j'y arrivais. Ah, Ouais. pardon. Vas-y. Non, mais c'est à Damien. TCS avec item rang A ou B ou mélangé. Alors, en pratique, il ne faut pas se prendre la tête avec ça, vous faites ce que vous voulez. La seule chose, c'est que ça n'a jamais été fait pour évaluer du rang A en tant que tel, le test de concordance de script. Donc, si on résume cette problématique-là, qui est beaucoup plus large que le test de concordance de script, le premier message, c'est vous évaluez n'importe quelle connaissance qui vous intéresse, n'importe quelle notion, avec n'importe quelle docimologie. Ça, c'est le premier point. Mais néanmoins, il y a des éléments essentiels et l'algorithme, il est très simple. Au départ, vous regardez la connaissance hiérarchisée. Si cette connaissance hiérarchisée, elle est hiérarchisée rang B, je parle de la connaissance, eh bien, elle sera au niveau des EDN pondérée double pour le groupe de DES auquel cet item est affilié en termes de groupe de DES. Ça, c'est bon. N'importe quelle connaissance hiérarchisée rang B sera pondérée en faveur du ou des groupes de DES concernés par l'item. Ça, c'est le premier point. Si jamais c'est une connaissance hiérarchisée rang A, on va aller regarder la docimologie.
Si la docimologie, c'est quelque chose de fermé, c'est-à-dire QRU, QRP, CROC ou zone. Je dis fermé, c'est-à-dire que si vous connaissez la bonne réponse, ça élimine le reste. Eh bien, dans ce cas-là, c'est ces fameuses questions double A qui sont intégrées dans le 14 sur 20. Si par contre, vous avez une connaissance hiérarchisée rang A qui est évaluée par une QRM, un menu déroulant, et on a mis le TCS là-dedans parce que je ne savais pas comment le mettre, eh bien, c'est une question de connaissance A, mais de docimologie pas appropriée à l'évaluation du A, les questions AB. Là. Et donc, celles-ci, elles sont pondérées 1 pour tout le monde, elles ne sont pas dans le 14 sur 20, et elles ne sont pas surpondérées au sein d'un groupe de DVS. Donc, c'est ces questions qui restent valorisées à 1, au même titre que les questions de rang A, enfin les AA, et qui seront intégrées dans la note, mais qui ne seront pas dans le 14 sur 20 de notes validantes pour le deuxième cycle, enfin d'autorisation d'entrée dans le troisième cycle, et elles ne seront pas pondérées double vers les groupes de DVS. Mais pour la banque, peu importe. Ce qu'on dit au rédacteur, c'est n'allez pas regarder les A et B. On fait ce qu'on veut et chaque question ne peut… Enfin, ce que je conseille d'une manière très générale, et ça déborde encore une fois le TCS, c'est que une question égale un rang de connaissance, enfin une connaissance hiérarchisée. Et pas commencer à en mettre 2, 3. Vous en mettez un, celui qui est le plus intéressant. Et si jamais vous hésitez entre du A et du B, vous choisissez le B. Toujours essayer de valoriser les étudiants qui, parce que ça va valoriser pour le choix plus tard, les étudiants qui réussissent dans telle ou telle discipline. Alors, il y a un quiz de la stratégie de réponse des étudiants, super intéressant, et je ne l'ai pas abordé parce que je ne pensais pas avoir le temps, et je n'avais pas le temps parce que je suis déjà 10 minutes en retard. Non, c'est hyper intéressant. Et ça, il y a un papier là-dessus, je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'envoyer, qui s'appelle les TCS équilibrés. Alors, comment ils ont appelé en anglais? En gros, Balanced. Merci, Balance. Oh, merci David, il est là. Tu as vu, je t'ai fait de la pub, hein. J'apprécie toujours tes TCS que tu m'envoies. Donc le balance, c'est-à-dire qu'on réfléchit à ce que la réponse modale, hein, vous savez, celle sur laquelle le panel d'experts se positionne en priorité, se répartisse de manière égale ou quasiment égale, -2, -1, 0, +1, +2. Pour quelle raison? C'est qu'ils avaient vu très rapidement qu'un étudiant qui était stratégique et qui mettait 0 tout le temps, ou qui enlevait systématiquement les extrêmes, -2, +2, si on ne faisait pas des TCS balancés, avait une meilleure note qu'un étudiant qui jouait le jeu sans avoir cette stratégie-là. Et donc, c'était le balance TCS, et ça, il faut essayer d'avoir. C'est pour ça que je disais à un moment que si on a une sorte de QRU où tout le monde s'est mis en -2 ou tout le monde s'est mis en +2, ce n'est pas très grave, fondamentalement. Ce n'est pas un objectif, hein, ça me fait penser plutôt à une QRU, ce type de répartition, mais fondamentalement, ce n'est pas très grave. Et donc, la stratégie des étudiants, effectivement, peut, quand ils ne savent pas se positionner sur 0, parce que souvent, ça rapporte quelques points. Mais si on lutte contre, eh bien, le papier montrait bien, vous tapez Balance Script Concordance Test, là, et vous tomberez sur, je crois qu'il n'y a qu'un papier, hein, David, là-dessus, et il montre bien que c'était au niveau d'une fac entière que finalement, il y avait plus, la stratégie d'étudiants ne faisait plus gagner de points. Donc, pour les référents, donc ils sélectionnent des TCS avec des réponses en cloche, soit à 0, de temps en temps à 0, de temps en temps vers plus, de temps en temps vers moins. C'est ça, c'est ce que tu veux dire? Ouais. En fait, quand on l'écrit, on sait à peu près comment, enfin surtout sur le deuxième cycle, on sait à peu près où se positionner les experts. On a parfois des petites surprises, mais globalement, on a une petite idée. Et l'idée, c'est quand même d'aller couvrir les 5 éléments de l'échelle de Likert. D'accord. Il y a une question peut-être, ça sera peut-être pour Luc. Pour la banque, Combien? donc on nous demande si plusieurs collèges peuvent faire un TCS sur un même item. Non, ce qu'on peut dire là-dessus, qui est très important, et je ne suis pas un expert des TCS, mais les collèges participent en fait ensemble à traiter plusieurs items du programme, et ces items sont regroupés de façon à ce qu'on définisse des groupes de 13 groupes finalement de spécialités. Et on a dit au départ qu'il y a un TCS au minimum par groupe de spécialité,
mais ça ne doit pas influencer le cerveau du pédagogue qui pose la question. Autrement dit, votre collège fonctionne, produit des TCS. Il se trouve que dans un contexte de médecine d'urgence ou de MIR ou d'anesthésie-réanimation, qui sont finalement les médecines de l'aigu, les mêmes questions pourraient éventuellement être traitées, mais c'est ce qui va faire la richesse de la banque. Je ne pense pas qu'il faille complexifier à mettre forcément des urgentistes, des MIR et des MAR pour faire un panel. Damien, je te laisse commenter. Oui. Enfin, encore une fois, sur du deuxième cycle, la pression, entre guillemets, sur la difficulté des panélistes, elle est très, très, très faible. Et juste dans la réflexion, hein, quand on écrit un TCS, le concept, c'est de partir d'une situation de départ et non pas d'un item. Ensuite, on est obligé d'y rattacher une connaissance hiérarchisée, mais il faut le penser en situation de départ, parce que finalement, une douleur thoracique, quand on commence à écrire la vignette, ça peut être un syndrome coronaire, ça peut être un problème aortique, ça peut être une embolie pulmonaire, ce ne sont pas les mêmes items, ces trucs-là. Donc, réfléchissez par le biais, quand on entre dans le sujet et la vignette, par la situation de départ, et évidemment, il faut y rattacher ensuite une connaissance hiérarchisée. Ça, c'est imposé par la réforme du deuxième cycle. Mais est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, si on part par situation de départ, douleur lombaire, on peut imaginer que le collège de rhumato va faire un TCS douleur lombaire, le collège d'urologie, un autre TCS sur douleur lombaire, les neurochir, on peut imaginer ça? Sans problème. Ah. Au contraire. Je pense que c'est important. Il y a Christian Boissier, qui est un vieux briscard de la pédagogie numérique, qui veut poser une question. Non, bonjour, je ne vais pas poser une question, je vais intervenir entre ce que vient de dire Damien et ce que présentera tout à l'heure Magali. Damien a insisté sur le fait qu'on pourrait retrouver des questions de rang A ou de rang AA, de rang AB. Il y a quelque chose qui va permettre de le faire, mais ce qu'il faut que les gens qui vont rentrer les TCS comprennent bien, c'est qu'il faut indexer sa question, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand Magali vous le montrera, quand on remplit une question, eh bien, il va falloir la raccrocher à un item et à un objectif de connaissance de l'item, et c'est le seul moyen pour que après, de manière automatique, on puisse rechercher toutes les questions, tous les TCS qui auront été faits sur tel objectif de connaissance de tel item, quel que soit le collège qui l'ait fait, pour qu'on puisse les retrouver. Si celui qui rentre les TCS occulte un certain nombre d'informations, eh bien, ça sera très difficile a posteriori d'aller les retrouver. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire qui fera le lien avec la présentation que fera Magali. Mais on tag des items de connaissance ou les situations de départ? Pour les TCS, ça sera les items de connaissance. Ouais. C'est par rapport aux items de connaissance qu'il y a les rangs A et les rangs B. Oui. Ce n'est pas par rapport au SDD qu'il y a des rangs A et des rangs B. Oui, tout à fait, bien sûr. Il y a une autre question, c'est combien de TCS doit-on fournir par collège? Je vais peut-être vous abandonner là. Oui, Damien Roux a une autre réunion. Merci Damien. On te remercie infiniment d'avoir été avec nous, et malheureusement, il y a eu ce télescopage de 2 réunions importantes. Donc, merci d'avoir participé. Moi, je vais répondre à cette question en disant que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre des objectifs trop hauts. Maintenant, l'impression qu'on a eue en discutant entre nous, et la solution numérique va nous être présentée, c'est que finalement, le circuit pour aller consulter les panélistes est un petit peu particulier, un petit peu long, et autant finalement les interroger en même temps sur un certain nombre de questions, de TCS. Et donc, on peut tout à fait imaginer de mettre au point 10 TCS et puis de les tester tous ensemble sur les panélistes. Et donc, en tout cas, ne soyez pas effrayés, voilà. Mais je pense que si chaque collège pouvait déjà mettre 10 TCS dans la banque en septembre 2023, on serait bien. Hein.
Et du coup, sur UNES, il y a des fonctionnalités pour faire le panel, mettre leur adresse mail et tout ça? C'est la suite de la réunion. C'est la suite. Ah, ok. On va Et est-ce que vous expliquer. enverrez un petit compte-rendu ou un tutoriel parce que moi, je ne vais pas pouvoir rester après 15 La heures. réunion est enregistrée et puis Merci. vous aurez tout ce qu'il faut. C'est Oui, gentil, oui. merci beaucoup. Et on prépare un petit guide. Oui, oui. Voilà. Merci. L'objectif est ce qu'on avait discuté entre nous, c'était d'avoir au minimum un TCS par item de connaissances. Et après, de toute façon, au fur et à mesure dans l'année, vous pourrez incrémenter La banque. votre banque. Ce que je vous propose, c'est d'enchaîner parce que j'ai peur après que le temps passe, quitte à garder les questions qui restent pour la fin de la réunion. Parce que sinon, les personnes vont quitter la réunion et vont rater la solution numérique qui est très importante. Mais les principales questions qui restent, c'est sur justement la solution numérique. Donc, Ok, du coup, c'est Magali qui oui, présente. c'est ça, je vais vous présenter donc la solution numérique. Et Jean-Charles Couture s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui, mais du coup, il est remplacé par Christian Boissier. Alors, hop, je vais partager mon écran. Donc voilà, donc ici, nous sommes sur le studio. C'est ici que vous allez pouvoir créer les questions TCS. Donc concrètement, comment ça se passe? Je vais réduire ça parce que ça me gêne. Hop. Donc, comment ça se passe? Ici, en fait, on a différentes tuiles qui vont nous permettre différentes actions. La première chose à faire lorsqu'on se connecte sur le studio, donc on se connecte soit avec ses identifiants universitaires, soit avec un compte externe. Tout ça, je vous l'expliquerai en détail justement dans des tutoriels. Voilà, j'ai beaucoup de tutoriels sur le sujet. Donc, la première chose à faire, ce sera de paramétrer son partage collaboratif. Donc, c'est important de le faire. C'est ici que vous allez pouvoir indiquer, en fait, les personnes avec qui vous allez travailler sur la création de TCS, donc les co-auteurs, les relecteurs. Donc, on va les indiquer ici et il faudra aller les rechercher et les ajouter dans votre liste de partage collaboratif. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et ça, c'est pareil. Il y a aussi des tutoriels là-dessus. Donc, on recherche la personne avec qui on souhaite travailler. Hop, par exemple, là. Oui, parce que certaines, y figurent déjà, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Sinon, on peut en rentrer. Voilà, tout à fait. Et moi, justement, les listes, c'est pour ça que je les ai aussi demandées, c'est pour pouvoir créer les comptes et pour que vous puissiez vous connecter et utiliser la plateforme. Donc, pour cela, il faut d'abord qu'on vous inscrive. Donc, on recherche les personnes, on les ajoute dans la bibliothèque de liste. Donc, ça, c'est vraiment l'étape préalable pour pouvoir utiliser après le studio. Ensuite, je reviens sur mon menu, voilà, sur mon menu principal. Ici, donc, on a différentes tuiles. Donc là, on a éléments d'épreuve, c'est en fait la liste des éléments d'épreuve qu'on a créés. Donc, ça peut être aussi bien des TCS que des dossiers progressifs. C'est toute notre liste. Le bouton pour créer un nouvel élément d'épreuve. Importer un élément d'épreuve, donc ça vient rechercher dans l'ancien système. Et ensuite, on a la partie contenu d'épreuve, qui va être l'étape intermédiaire à la création d'une épreuve. Donc ça, pour l'instant, ça ne nous concerne pas. Donc nous, on va vraiment se focaliser ici sur la partie élément d'épreuve et création d'un élément d'épreuve. C'est ce que je vais faire ici. Donc, créer un élément d'épreuve. Voilà. Donc, j'arrive sur cet écran-là, donc qui présente 3 onglets. Donc, le premier onglet information, l'onglet lien ici où on va aller rechercher les référentiels, et l'onglet contenu où on va saisir nos questions. Donc, ce premier onglet d'information ici, on a la partie titre. Et ce qu'on s'était dit justement, ce serait d'uniformiser ces titres et d'ajouter ici, donc c'était Banque nationale de TCS, donc BNTCS. Oui. Si je ne me trompe pas, BNTCS, ainsi que donc ici l'acronyme pour le collège concerné, voilà, que je n'ai pas. Et ici, on avait dit aussi qu'il y aurait le numéro d'item, hein, c'est bien ça? Si je ne me trompe pas. Et, oui, alors item de connaissance. Hein. Item de connaissance, voilà, par exemple, hein, j'ai mis vraiment au pif. Et après, on aurait donc le titre du TCS. Donc voilà, donc ici c'est l'acronyme.
Voilà, l'acronyme donc du collège. Donc voilà, afin d'uniformiser justement les différents titres. Ensuite, ici, donc, on peut aussi ajouter un sous-titre pour apporter un peu plus d'informations. Ici, le type d'élément d'épreuve. Donc, c'est ici qu'on va choisir notre TCS. Voilà. On en a d'autres. On a tous ceux qui sont présents dans la réforme. Donc, je choisis ici TCS. Voilà. Hop. Par défaut, donc j'ai mon identifiant qui a été créé ici, qui est donc un code unique qui va vraiment me permettre d'identifier cet élément d'épreuve par rapport à un autre. Le partage collaboratif, donc c'est ce que j'ai fait en amont ici dans ma bibliothèque de liste. Ça va me permettre de pouvoir identifier mes collègues ici afin que je puisse travailler avec eux, puisse les faire relire ou qu'on puisse rédiger les TCS ensemble. Donc, je suis par défaut l'auteur de mon élément d'épreuve, mais je peux très bien choisir ici dans ma liste quelqu'un d'autre si j'écris pour un collègue. Je peux aussi ajouter voilà, des co-auteurs, lecteurs, etc. Ensuite, ici, important, vous allez être identifié par collège et par votre faculté. Donc, ici, c'est important. Alors, moi, j'en ai beaucoup. Mais ici, c'est important, en fait, effectivement, d'aller cocher le collège pour lequel vous écrivez, ce qui va permettre d'associer, en fait, le TCS au bon collège. Hop, donc c'est ici que ça se passe, donc dans le partage institutionnel. Hop, toujours dans le paramétrage, ici, la durée de composition, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, ce n'est pas du tout pris en compte. Et voilà, ici, c'est important, c'est les échelles, les différentes échelles pour les propositions de réponse. Donc, elles sont déjà prédéfinies et il va falloir les choisir. Donc, j'ai entendu Damien Roux qui parlait tout à l'heure. Et c'était celle-ci, je crois, non? Hop. Tout à l'heure, c'était lequel? C'était avec des chiffres. Hop, des échelles de Likert. Je ne la retrouve plus. Hop. Il me semble que c'était peut-être dans le C'était diagnostic, non? C'était diagnostic. Voilà, c'est celle-là. En fait, il y en a beaucoup qui ont été enregistrés, notamment par Christian Boissier. Donc, il y en a énormément, comme vous pouvez le voir. Il suffit après d'aller les sélectionner ici dans les différents menus. Et donc, celle dont parlait Damien Roux, donc ça se trouve dans Général. Et donc, c'est le Général 3. Voilà. Donc voilà, on va sélectionner ici notre échelle à utiliser pour le TCS. Cette partie-là, on ne s'en préoccupe pas parce que ça sera dans un deuxième temps. En fait, je vous montrerai justement comment ça se passe. Donc, on ne sélectionne pas du tout, enfin, voilà, on ne s'en occupe pas du tout pour l'instant. Donc ça, c'est notre premier onglet. Ensuite, dans la partie lien ici, c'est là qu'on va aller identifier la discipline concernée. Donc voilà, on va ajouter ici, ajouter un référentiel. On va choisir donc la partie discipline. Donc voilà, on choisit la discipline concernée. Alors vraiment, je mets n'importe quoi, ce n'est pas du tout cohérent ou pertinent. Donc on choisit la discipline concernée et on va aller sélectionner le ou les items du référentiel. Donc l'item en l'occurrence du référentiel. Voilà, ça n'a aucun lien. C'est vraiment plus pour donner un exemple. Hop. Voilà, donc on a choisi la discipline et l'item. Donc c'est l'item pour le TCS au niveau global. OK. Je peux aussi enregistrer ce que j'ai indiqué ici comme favori pour éviter de devoir aller le rechercher dans les différents menus déroulants. Donc voilà, tout simplement ici, je vais venir l'ajouter en tant que favori. Je peux changer le nom du favori. Et après, je n'aurai plus qu'à venir le sélectionner et l'appliquer. Magali, il y a une question qui apparaît par rapport au fait que le TCS peut concerner plusieurs items. Alors, dans le titre, il suffira de mettre, par exemple, si ça concerne, je dis n'importe quoi, les items 218 et 225, eh bien, on mettra 218-225. Okay. Et puis, là, vous avez les liens, Magali est en train de vous montrer les liens avec les items.
Là, c'est le lien avec l'item, mais pas avec l'objectif de connaissance. Et tout à l'heure, dans chacune des questions, on ira au niveau de l'objectif de connaissance. C'est pas quelque chose, c'est pas qui est redondant, mais ce sont des informations complémentaires. Ok, merci Christian. Du coup, oui, effectivement, on peut rechercher ici, c'est ce que j'ai fait. Donc, on peut rechercher par les numéros d'items. Hop, pour gagner du temps. On peut aussi en choisir plusieurs. Hop là, je vais vous montrer. Il y a simplement à les sélectionner, voilà, et enregistrer. Et pour les supprimer, ça se passe ici. Donc, on a une petite corbeille ici. On va venir les supprimer. Et les items, il faut mettre toujours 3 chiffres. C'est-à-dire qu'il y a 0,23 et pas 23, ou on peut mettre 23 Quand on les recherche, ou quand on les saisit. alors en fait, alors, attendez. Parce que l'intérêt de mettre les items, c'est qu'ensuite, quand les enseignants voudront faire un TCS sur un item, ils pourront y aller directement par item. Ici, là, c'est ça, c'est ce que vous Oui, dites? oui, oui, voilà, là. D'accord, ok, bah après, voilà, moi je m'adapte, hein, si il Ah faut non, mettre sur trois, vous me dites. Pour rechercher les items, on peut rechercher l'item par son numéro. Alors, je ne me rappelle plus si c'est par 0,23 ou 23, mais et de oui, c'est temps par en temps… 0,23. Sur le LISA, on le recherche par 0,23. Oui, mais là, je sais pas. Par contre, si on a un mot caractéristique qu'on va retrouver exclusivement dans cet item, on peut le rechercher parce que quelquefois, on sait de quoi on veut parler, mais on n'a pas en tête les numéros. Et ça marche quand même pour le retrouver, puis après, pour pouvoir l'indexer correctement. Oui, ça après, c'est vrai que ça sera défini plus précisément lors de l'exploitation de la banque, en fait. Mais enfin, pour moi, en fait, oui, que ce soit 0,23 ou 23, voilà, comme ce que disait Christian. Donc voilà pour la partie lien. Ensuite, sur la partie contenu, c'est ici en fait qu'on va saisir nos questions. Donc, ce premier énoncé général, donc c'est la vignette en fait. Ici, on va aller préciser le cas. Je mets vraiment rien, c'est juste pour l'exemple. Et après, on va aller ajouter donc nos 3 questions. Donc, ça va vraiment se présenter voilà, comme ceci. Donc, j'ajoute ma question. Je peux changer ici, je peux changer le titre de la question si je souhaite avoir un titre un peu plus explicite. Je peux également changer le coefficient ici de cette question-là. La durée de composition, elle n'est pas utilisée. Et je peux également ajouter aussi des commentaires pour les rédacteurs, les relecteurs. Et après, ça se décompose donc, elles vont toutes se dérouler de la même manière. Donc, on a l'hypothèse ici qu'on va renseigner, l'information additionnelle et la question. Et là, on a donc l'échelle qu'on a choisie dans le premier onglet. Hop. Et donc ici, voilà, on va saisir nos différentes questions. Donc, on va saisir l'hypothèse ici. On a ce texte-là qui est simplement, en fait, il est pas en dur. En fait, c'est juste un filigrane pour vous, pour vous donner un exemple de ce que ça peut être. Parce qu'en général, c'est vrai que l'hypothèse commence souvent par « si vous pensez que ». Et pareil pour les autres, en fait. Bon, voilà, on a juste, par contre, après, il faudra effectivement saisir le texte. Le saisir ou alors le copier-coller si vous avez les questions dans un fichier. Et donc là, c'est l'information supplémentaire. Voilà, ensuite le titre de la question. Alors, que pensez-vous de cette hypothèse? Voilà. Et ensuite, on va avoir les différentes propositions de réponse suivant l'échelle qu'on a sélectionnée. Et ainsi de suite, donc, pour les 3 questions qui vont composer ce TCS. Donc voilà, c'est exactement de la même manière. Donc la question 2, hop, l'hypothèse, et voilà, et jusqu'aux 3 questions. Et avant de passer à la question suivante, il y a quelque chose qui est important, c'est de mettre le lien, et c'est là qu'on va mettre le lien de, si tu peux remonter Magali,
une fois qu'on a mis, il y a le lien associé à la question, et c'est là qu'on va préciser quel est l'objectif de connaissance de l'item. Donc, on retape le numéro de l'item et en face, vous voyez que quand on a tapé 225, on a tous les objectifs de connaissance de cet item et que de façon automatique, il y a marqué si c'est un rang A ou un rang B et il suffit de cocher quel est l'objectif de connaissance qui est concerné. Mais si on oublie de faire cette étape, eh bien, ça sera très difficile de pouvoir rechercher après. Donc, il ne faut pas oublier de faire cette étape. Même si on a fait au départ lien, c'est pour permettre un référencement général, mais pour après le classement par rang A, rang B c'est la manière, c'est l'endroit absolument où qu'il faut renseigner. Christian, Magali, il y a une question que je ne peux pas répondre dans le chat. Là, on a un barème là, qui apparaît pour la question. Hein. Tu nous as montré, Magali, qu'on peut le changer. Mais là, on a 2 questions de suite. On peut changer le barème pour chacune des questions? Non, il est valable pour les 3. D'accord, c'est figé, ça. C'est le même pour les 3. Pour l'instant, c'est comme ça. Après… Pour l'instant, et pour le travail qu'il va y avoir à faire par les collèges pour les panélistes, on ne met aucune réponse d'expert puisque ça va être soumis au panel d'experts et on ne met aucun point. C'est quelque chose qui pourra être modifié par la suite, mais au départ, il y a un certain nombre d'informations qui sont le temps de composition, les coefficients et les réponses d'experts auxquels on ne répond pas. Ce qu'il faut, c'est bien respecter la standardisation des titres pour qu'on puisse de façon rapide retrouver tous les titres et puis ne pas oublier de référencer le TCS dans sa globalité et chacune des questions. Au départ, ça paraît assez long, mais très vite, on prend l'habitude de saisir de cette façon-là et c'est très rapide. Donc voilà, donc là, on a créé nos 3 questions. On a créé notre TCS complet avec les 3 questions. Et l'étape importante aussi, donc une fois qu'on a bien mis tous les liens sur chacune des questions, l'étape importante, donc c'est d'enregistrer, continuer et terminer. Voilà. Ça permet… Ah oui, il fallait que je saisisse. Donc, moi, je n'ai pas fini. Donc, il va nous indiquer effectivement ce qui ne lui va pas. Et donc, voilà. Et on pense bien donc, à bien enregistrer. Et une fois que ceci est fait, je vais aller ici dans ma partie éléments d'épreuve gérés. Et là, je vais le retrouver ici dans ma liste des éléments d'épreuve. Alors, hop, je vais en mettre à jour. Hop là. Donc là, voilà, c'est celui que je viens de créer. Donc, je le retrouve bien ici dans ma liste avec donc, les collaborateurs, le statut pour l'instant, donc il est en cours. Et voilà, j'ai accès à toutes ces infos. Et ici, je peux les dupliquer. Si je souhaite, par exemple, si on a plusieurs qui vont se ressembler et que voilà, je souhaite partir d'une base déjà dupliquée, c'est possible. Ici, ça permet de rentrer dedans pour pouvoir le modifier. Je peux également le supprimer. Et je vais pouvoir aussi avoir un aperçu. Et pour éviter de rentrer dedans, justement, pour savoir à quoi ça ressemble, je peux cliquer sur le petit œil, ça me permet d'avoir un aperçu de cet élément d'épreuve. Et je peux également aussi le télécharger. Donc, télécharger la version étudiant, en fait, finalement, ça sera les mêmes parce que voilà, on va juste saisir, comme on n'aura pas saisi les réponses d'experts. Donc, voilà, ça permet d'avoir un PDF de cet élément d'épreuve-là. Magali, vous pouvez nous dire à quoi correspond dupliquer? Oui, ça permet tout simplement de dupliquer l'élément d'épreuve. Alors voilà, je vais vous montrer. Ça crée une copie. D'accord. Mais là, dans les éléments, dans cette liste. Dans cette liste, tout à fait. Et l'intérêt, ça crée une copie qui est exactement identique. C'est-à-dire que s'il est sur le collège de médecine vasculaire, la copie sera également sur le collège de médecine vasculaire. L'intérêt, c'est j'ai fait un TCS avec
trois hypothèses diagnostiques différentes, et je veux reprendre exactement le même cas, mais je veux faire des hypothèses diagnostiques différentes, eh bien, je n'ai pas à recopier tout, j'ai dupliqué. Donc, ça fait gagner du temps. Et pour répondre à une des questions qui est apparue, est-ce qu'on indexe le TCS en sa globalité ou chaque question? Le TCS, il est indexé de façon double. Dans sa globalité, dans l'onglet Liens, où on a mis le ou les items concernés, et dans chaque question, où on a précisé l'objectif de connaissance concerné. Donc voilà, il y a une double indexation qui permet, voilà, là dans l'onglet Liens, on n'a aucun détail sur les objectifs, mais on n'a qu'une liste des différents items, alors que dans chaque question, quand on va indexer, on va indexer en fonction de l'objectif de connaissance et non du rang A ou B qui lui est associé. Donc, du coup, Christian, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a un référencement global du TCS et un référencement de chaque question du TCS. Exactement. Autant tout à l'heure, Magali vous a montré comment, pour sa discipline, on pouvait le mettre en favori. Ça, je vous invite à le faire parce que on évite de refaire quelques clics par la suite. Autant pour les items de connaissances, d'une manière globale, si vous voulez, parce que si vous n'avez pas beaucoup d'items dans votre discipline, mais si une discipline, je pense à la médecine interne qui doit avoir un certain nombre d'items, ça va faire une indexation très longue. Je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à les mettre en favori. Oui, ça peut pas être, ouais, effectivement, ça peut être contre-productif. Donc voilà, cette première étape, c'est effectivement la création des TCS. Oui, je vois quelqu'un lever la main. Thierry Lequer. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question. Certains collèges ont déjà commencé à constituer des banques de TCS avec les vignettes cliniques, les questions et même les réponses des experts. Aujourd'hui, on est plusieurs à vouloir échanger entre professeurs pour chacune des villes ces TCS. Pour l'instant, si j'ai bien compris, on ne peut rentrer le TCS en cochant à chaque fois le nom des professeurs. Donc, si vous voyez, j'ai 100 TCS à rentrer, je vais pas à chaque fois rentrer, cocher le nom des enseignants. C'est extrêmement laborieux. Est-ce qu'il y a possibilité de créer des groupes de partage pour l'ensemble de la France, par exemple pour tous les profs de rhumato, ou est-ce qu'on pourrait créer un avatar? Comment faire pour répondre à ce problème qui est quand même assez important? Ça fait plusieurs mois qu'on attend une réponse et qu'on n'a pas eu pour l'instant. Alors, est-ce que justement le fait par exemple, de le mettre sur le collège des enseignants et d'avoir cette possibilité-là de pouvoir aller voir la liste sur le collège des enseignants, est-ce que ça pourrait répondre à cette problématique? Ah oui, parce que si on coche collège des enseignants et que chaque enseignant de la discipline a accès, ça pourrait être une bonne solution. Non, à l'heure actuelle, ça ne marche pas. Ça fait partie des choses qui sont demandées et qui seront faites, mais aujourd'hui, la seule façon de pouvoir faire, alors échanger entre quelque chose, que ce soit un TCS, que ce soit n'importe quel élément d'épreuve, entre un enseignant de Brest et un enseignant de Bordeaux ou de Nice, il n'y a aucun problème, il suffit de l'associer comme co-auteur ou relecteur et il y a immédiatement accès. Si on le met sur, ces enseignants sont associés non seulement à leur faculté, mais à leur collège,
pour voir l'ensemble des dossiers du collège, il faut avoir les droits de gestionnaire de cours. Mais si on est gestionnaire de cours, on ne va pas pouvoir être expert parce que là, j'ai fait les tests hier et avant-hier. Quand on est gestionnaire de cours ou on a le statut d'ingénieur pédagogique, les réponses que l'on donne ne sont pas prises en compte. Par contre, si on est noté comme enseignant et qu'on vous donne le lien pour aller faire le TCS, vos réponses sont prises en compte. Donc, voilà. Alors, Christian, pour que ce soit bien clair, parce qu'effectivement, il y a encore des développements en cours. Si vous voulez partager entre collègues un TCS que vous rédigez, quelle que soit la ville où se trouve ce collègue, c'est aucune difficulté. C'est effectivement co-auteur, relecteur. Et ensuite, Christian, quand même, la mise en place des institutions, c'est-à-dire qu'on considère que les collèges sont des institutions, on peut après inscrire en masse tous les enseignants dans cette institution et on n'a pas à les réinscrire à chaque fois qu'on dépose un TCS. Si tu es enseignant dans une institution, tu ne vois que les dossiers où tu as été associé comme auteur ou co-auteur. La seule façon, c'est-à-dire que toi et moi, on les voit parce qu'on a le statut de coordonnateur ou de gestionnaire, mais quelqu'un qui a simplement les droits d'enseignant, aujourd'hui, il n'y a pas accès. Ok, bon, ça c'est un truc à modifier très rapidement. Mais est-ce que le référent TCS ne pourrait pas avoir justement ce rôle le référent, il verra, mais il sera le seul à avoir ce qui… ou les présidents de collège, les référents et les rédacteurs. Ça, c'est pas un problème. D'abord, pour faire les tests, tous les enseignants à qui on donnera, quand on aura conçu un examen, enfin un test pour les panélistes, tous les enseignants qui recevront le lien pourront faire le test sans aucun problème. Mais après, ils peuvent faire remonter s'il y a des modifications, ils les font remonter aux 3 qui, eux, pourront modifier. Aujourd'hui, on peut faire un TCS et le soumettre à l'ensemble des enseignants de France et de Navarre qui ont un compte sur l'UNES. Il suffit qu'on leur envoie le lien. Mais ils ne peuvent pas aller dupliquer et aller modifier Bon, je propose qu'on continue sur ça parce que là, on finit la présentation. Eric, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, il nous reste un quart d'heure. Il y a comment on partage, comment en fin de compte on sollicite un panel, c'est la partie la plus importante. Ça marche. Et après, on répondra aux questions, en sachant qu'effectivement, il y a encore des choses à modifier, mais on l'a testé côté CNCEM et UNES. Et la proposition qu'on vous propose, de saisir les TCS, de les soumettre à un panel, c'est quand même un élément très important. Et on voudrait vous montrer ça, puis après, on répondra à toutes les questions jusqu'à épuisement. Donc, une fois que les TCS ont été saisis, on va aller les assembler dans un contenu d'épreuve. On va aller sélectionner ici, justement, l'intérêt aussi d'avoir des titres normalisés, c'est de pouvoir aussi bien les rechercher ici. Donc là, Magali, là, vous êtes repassé où alors Pardon, je recommence. Voilà, alors, oui, pardon. C'est ici, c'est dans contenu d'épreuve. Contenu d'épreuve, d'accord. Vous voyez, donc là, juste pour préciser, Magali, excuse-moi pour que ça soit bien clair, il faut qu'on soit précis. Donc, un enseignant d'un collège va taper ses questions de TCS avec la nomenclature que vous avez vue, faire ses co-auteurs, le placer dans l'institution qui correspond à son collège. Et ce que tu es en train de nous montrer, c'est la partie création d'un contenu d'épreuve. Oui, j'ai compris, mais qui va le faire? C'est l'enseignant. C'est à définir, en fait. C'est à définir. Est-ce que c'est justement l'UNES qui va s'occuper de la création de… Non. C'est la question, c'est est-ce que n'importe quel enseignant peut créer ses épreuves ou est-ce qu'on donne comme consigne que c'est le référent TCS de la spécialité qui monte les épreuves? Alors ici, en fait, à partir du moment où j'ai un rôle enseignant, je peux créer un contenu d'épreuve. Sauf que je ne peux pas accéder à tous les contenus d'épreuve du collège.
Donc, effectivement, ça me semble plus logique que ce soit le référent. Le référent, il a accès à tous les TCS, donc c'est lui qui serait le plus habilité. Oui, parce que c'est le référent ensuite qui va envoyer au panel d'experts. Donc, Eric, je ne sais pas si vous voyez la question, c'est que en gros, chacun peut saisir les questions avec le bon intitulé. Ensuite, le référent TCS, lui, va vouloir envoyer les TCS au panel. Donc, c'est lui qui construit les éléments d'épreuve qui vont vous être montrés, plus l'épreuve, et qui l'envoie à tout le monde. Est-ce que c'est clair? Moi, je voyais que c'était les rédacteurs. Oui, moi, j'allais dire le référent ou les rédacteurs. Oui. Ok, donc ce que nous montre Magali, n'importe qui peut le faire. Non, ceux qui se sont déclarés comme référents ou rédacteurs. Et c'est la raison pour laquelle on envoie des mails avec Eric en ce moment, pour avoir un référent par collège et 2 rédacteurs par collège. Ah oui, excusez-moi, d'accord, je comprends. Ben, on est d'accord. Donc, il faut avoir les droits de gestionnaire d'épreuves pour pouvoir le faire. Voilà. Et ça sera forcément… Et la souplesse, c'est que chaque collège ait son référent et ses rédacteurs qui puissent le faire, parce que sinon, ça devient une usine à gaz. Et là, ça donne une liberté et la formation est très rapide. Je voudrais juste dire que le processus que Magali va vous montrer, c'est le processus qu'on suit pour tous ceux qui font des examens sur CIDES-UNES, tous les examens de faculté, ils passent exactement par ce chemin-là. Il n'y a rien de différent. Donc, du coup, on va créer le contenu d'épreuve qui va regrouper tous les TCS, par exemple du collège, qui vont concerner donc un groupe de panélistes. Donc ici, ça se passe là, créer un contenu d'épreuve. Donc là, on va indiquer le titre du contenu d'épreuve. Ça peut être effectivement, on reprend la même normalisation du titre. Donc c'était Banque nationale TCS, voilà, avec l'acronyme du collège, et on peut reprendre aussi l'item et le titre du contenu, par exemple, ou pas les items, parce que du coup, ça regroupe plusieurs TCS. Voilà. Ensuite, ici, donc, on a l'identifiant qui s'indique. L'administrateur du contenu d'épreuve, donc ça peut être, par exemple, les deux référents. Ils peuvent se mettre ici tous les deux pour pouvoir travailler ensemble dessus. On revient ici, il y a toujours cet aspect de lien. Si on souhaite indiquer ici le filière, la cursus, si on souhaite indiquer ici les disciplines de santé ou voilà, d'autres métadonnées. Et enfin, on va passer ici à la partie liée les éléments d'épreuve. Donc, on va ajouter tous les TCS créés justement pour ce collège. Donc, voilà, je vais en sélectionner plusieurs. Hop. Voilà. Là, Magali, vous nous montrez comment on va envoyer au panel, ouais, c'est ça? Voilà, au panéliste. Voilà, c'est le point important. Hein, voilà. La première étape, c'est vraiment ça, c'est de rassembler tous les TCS déjà dans un contenu d'épreuve. Voilà. Donc, voilà, j'ai créé mon contenu d'épreuve, je l'enregistre. Voilà, et je termine. OK. Donc, j'ai bien mon contenu d'épreuve. Ensuite, je vais passer sur le planificateur ici. Donc, si vous voyez sur le côté là, donc je passe sur le deuxième outil. C'est là où je vais pouvoir générer l'épreuve. Et c'est ça qui va permettre d'envoyer le lien au panéliste. Donc, je vais créer une épreuve d'évaluation ici. Donc, pareil, je vais lui indiquer un titre. On va reprendre sur… voilà, hop, on peut mettre l'acronyme du collège. On va sélectionner le collège concerné. Voilà. Ici, on ne va rien indiquer ici, groupe et promotion, parce qu'en fait, il s'agit donc de panélistes. On va leur envoyer un lien. Ils vont devoir… Excusez-moi, j'ai pris une note et j'ai zappé une slide. Vous ne pouvez pas juste revenir avant qu'on enregistre et ensuite comment on arrive à épreuve d'évaluation? Je suis vraiment navrée, ouais. Alors, en fait, j'étais sur l'onglet, j'étais sur le studio, ici. Voilà. Je reviens, hop. Ouais, c'est juste pour savoir sur quoi vous avez cliqué. J'étais sur le studio et en fait, je passe d'un outil à l'autre. Donc là, sur le studio, je suis allée sur le planificateur ici. Si vous voyez PL, d'accord, ok. Voilà. Merci beaucoup, excusez-moi. Pas de souci. Et donc, dans le planificateur, effectivement, je n'ai pas précisé, il y a deux tuiles. Il y a une tuile avec ma liste d'épreuves déjà créées. Et là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait de créer une épreuve d'évaluation, donc de créer une épreuve
pour pouvoir la soumettre aux panélistes. Donc, j'ai plusieurs onglets hein, sur cette création d'épreuve. Hop, voilà. Donc, on ajoute donc, le collège concerné. Voilà, ou pas celui-là, voilà. Ici, c'est ce que je disais, on ne va pas indiquer de groupe et de promotion, on n'est pas sur une épreuve d'évaluation qui vont concerner des étudiants. Donc, on va plutôt passer sur un lien qu'on va envoyer aux panélistes où ils vont pouvoir justement s'auto-inscrire. Je vais y revenir par la suite. Donc, on a l'identifiant de l'épreuve. Ici, dans Administrateur l'épreuve, on peut très bien ajouter donc, le collègue référent du collège pour pouvoir travailler ensemble. Ensuite, on passe sur l'onglet Information de la session. Donc là, en fait, on va aller sélectionner le contenu d'épreuve qu'on vient de créer. Donc moi, je l'ai appelé, voilà, celui-là. Donc c'est le contenu d'épreuve et on a tous les éléments d'épreuve qui s'affichent juste en dessous, hein, vous voyez. Et on peut justement vérifier, bien sûr, en cliquant sur le petit œil là, d'avoir un aperçu du contenu d'épreuve au cas où, voilà, pour être sûr qu'on est bien sur le bon format. Ici, donc, date et horaire d'ouverture, on va mettre une plage assez large. Je ne sais pas combien de temps vous laissez aux panélistes pour répondre, mais ici, on va indiquer la plage sur laquelle ce lien va être accessible aux panélistes. Donc voilà, on va mettre 15 jours, par exemple, ou plus. Et ici, on va passer sur donc de l'auto-inscription. Voilà, comme ça, les panélistes n'auront pas à être enregistrés au préalable dans le cockpit ou autre pour pouvoir participer, pour pouvoir cliquer sur ce lien. J'enlève ici le code de lancement, ça concerne vraiment plutôt les épreuves. Je ne me souviens plus ce qu'on s'était dit, Eric, on laissait le code d'auto-inscription ou pas? Je ne me souviens plus. Oui, oui, en auto-inscription, oui, oui. Et est-ce qu'on met un code d'auto-inscription qu'ils devront saisir ou pas, ou est-ce que ce n'est pas utile? Je pense que pour qu'il n'y ait pas de mélange, si tous les TCS se trouvent sur une même banque, c'est mieux que chaque collège puisse s'identifier, qu'il y ait un code. C'est pas contraignant et il suffit de le communiquer en même temps que le lien. C'est ça. Il faudra bien le communiquer en même temps que le lien. Donc, c'est ce code-là, en fait. Donc, il faudra… Ce code sera spécifique d'un collège, finalement. Non, ce code il sera spécifique à un test. Oui, mais le test, comme il est lié au collège, donc finalement, voilà. Oui, voilà. Effectivement, tout à fait. Okay. D'accord. Donc, voilà pour cet onglet de paramétrage. Ensuite, ici, inscription des étudiants, on n'est pas concerné, on est sur de l'auto-inscription. Assignation de personnel, donc là, il va falloir ici que les référents se mettent ici qu'ils s'inscrivent en tant que gestionnaire, que superviseur, pardon, et correcteur. Donc ici, superviseur, voilà, c'est simplement pour il faut qu'il y ait à minima un superviseur sur l'épreuve. Mais le référent et les deux auteurs, les deux rédacteurs peuvent être superviseurs. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Et le correcteur, donc c'est pour pouvoir aller derrière voir justement les réponses des panélistes dans le module notation. Donc voilà, donc ça c'est la partie assignation de personnel. Et enfin, c'est l'étape finale, on va donc finaliser cette épreuve. Donc on choisit, alors moi j'en ai plein, mais il n'y en aura qu'une seule plateforme associée. Voilà. Et donc on va choisir donc, la catégorie dans laquelle… Alors, je ne le vois pas. Hop là, voilà. On va aller choisir la catégorie dans laquelle je souhaite le publier. Hop, moi, c'était test. C'était juste pour vous montrer. Voilà. Donc, je choisis ma catégorie et je vais finaliser. Et nous, la catégorie, ça sera quoi alors, nous? Il y a Banque nationale… voilà, c'est ça, c'est BNTCS. Voilà, on sera vraiment sur le même normalisation. Donc, voilà. Donc c'est ce lien-là qu'on va communiquer à nos panélistes. OK, donc dans le mail des panélistes, donc on va leur communiquer donc, le lien et le code qui est là. OK, le code qui est là, voilà, juste là. Et là, je vais montrer ce que ça donne du coup si je me connecte en tant que panéliste. Donc ça, ce lien,
le référent, par exemple, l'envoie au panéliste de son choix. Tout à fait. Exact. Et D'accord. donc là, moi, je vais me connecter en tant que panéliste. Donc, moi, j'ai reçu le lien. OK. J'arrive ici. Voilà, j'ai donc la plateforme hein, et je vais me connecter. Donc, UNES Login. Donc, effectivement, je suis panéliste. Je n'ai pas d'identifiant universitaire ici. Je vais devoir me connecter avec mon mail, en fait. Voilà, ou si j'ai des identifiants universitaires, je vais me connecter par le biais de mon université. Donc moi, en l'occurrence, je vais dire que voilà, moi je me connecte, je vais utiliser un compte test. Hop. Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de vous connecter en tant que panéliste non inscrit sur UNES, parce que ça va concerner les PH, pour pouvoir leur expliquer comment ça va se passer? Ah oui. Pour les PH, il faut d'abord qu'ils créent leur compte. Ouais, d'abord, il faudra créer le compte, en fait. Et après, ça va fonctionner comme pour n'importe qui. Il n'y a plus de différence une fois qu'ils ont un compte entre un PH et un non-PH. Mais dans ces cas-là, quel intérêt de le mettre en auto Mais quel intérêt? C'est le lien. Ce qu'il faut, c'est que c'est les collèges qui gèrent les panélistes. Donc, si vous avez des PH à inclure dans vos panels par rapport à votre collège, eh bien, vous les faites inscrire sur la plateforme de l'UNES et ensuite, ils sont destinataires du lien et ils cliquent juste dessus. Et ça, c'est l'université, enfin la faculté qui donne. Mais ce qui se passe, attention, là, une fois qu'on envoie le lien en auto-inscription, celui qui reçoit le lien, il est connecté directement à l'épreuve. Il n'a pas besoin de s'identifier. Ah, donc ça voudrait dire que même des gens qui n'ont pas de compte UNES pourraient jouer cette épreuve. Je pense que ça ne marcherait pas s'ils n'ont pas de compte UNES. Il faut qu'on teste, je ne sais pas. Je pense que ça ne marcherait pas. Non, il faut qu'il y ait un compte UNES pour qu'on puisse y accéder. C'est ce qu'on disait, et justement, c'était voilà, le compte UNES de n'importe quelle université, mais il faut qu'ils soient au moins allés sur Cockpit une fois. Ouais, donc parce qu'il y a quand même beaucoup de questions dans le chat là. Pour ceux qui n'ont pas de compte UNES, il faut demander à votre faculté de vous le faire créer. Donc pareil, si vous voulez faire entrer des PH dans le panel d'experts ou des docteurs juniors. Les docteurs juniors, ils sont déjà dedans. Hein. Ils ont un compte UNES. Mais il faut qu'ils soient allés au moins une fois sur le… C'est ça qu'il faut préciser. Il faut un compte UNES. Donc pour les PH, il faut qu'on demande que la scolarité le crée. Ils peuvent les créer en masse. Hein. Mais bon, voilà, ça c'est la scolarité qui le crée. Et ensuite, si vous voulez les voir dans les listes, etc., il faut qu'ils se connectent au moins une fois. Donc là, je récupère le code d'auto-inscription. Donc c'est ça. Après, c'est à vous de définir si effectivement il faut un code d'auto-inscription ou pas. C'est vraiment… Là, on a dit que oui. Voilà, et donc là, effectivement, je vais le rentrer. Hop, je rentre le code d'auto-inscription et je peux accéder donc au TCS. Et donc là, je suis connectée comme panéliste, comme c'est ce que vont voir les panélistes. Et je vais donc faire je vais suivre donc les différents tests. Donc voilà, donc là, j'ai la vignette. Et ensuite, donc, je vais passer aux différentes questions. Si vous pensez que, voilà, je me positionne. Je passe à la question suivante. Alors, je n'ai pas saisi les questions, hein, c'est pour ça qu'on on est vraiment sur du test. Voilà, et je me positionne et je termine. Voilà, tout envoyé terminé. Et je vais faire la même chose. Donc là, je peux voir la relecture. Et je vais faire la même chose sur chacun des tests qui m'ont été envoyés. Donc, j'ai ici, en fait. Voilà, ici, j'en ai 3. Et donc, le panéliste va donc répondre à toutes les réponses ici. Et une fois que tous les panélistes ont répondu au test, ici, justement, les référents, ils vont avoir ce rôle-là, justement, de supervision. Ils vont venir ici clôturer l'épreuve pour pouvoir envoyer les réponses des panélistes dans le module notation. Et c'est là que nous, on va pouvoir aller récupérer les réponses des panélistes et pour pouvoir ensuite les réinjecter dans justement cette banque de TCS. Et il n'est pas possible d'utiliser un système plus simple, justement, comme certains avaient fait. Moi, j'ai fait avec Google Forms à l'époque, pour faire répondre notre panel d'experts et vous envoyer les réponses.
Après, moi, je comprends votre remarque. Bon, ça paraît compliqué, là, mais une fois que vous l'avez fait une fois, c'est franchement simple. En plus, Non, mais après… mais si vous souhaitez faire comme ça et que vous avez un système qui marche, par contre, ce sera à vous de revenir sur le TCS et de venir saisir les questions des panels. Je pense que chacun… Ça va obliger à faire une double saisie, c'est plus compliqué. C'est exactement le même processus qu'on suit pour tous les examens facultaires sur l'UNES depuis qu'on est sur CIDES UNES, et ça se fait de façon très, très rapide. Le problème, ce n'est pas les réponses, le problème, c'est d'inscrire les péages sur la plateforme, parce que ça veut dire qu'il va falloir joindre toutes les facultés de toutes les villes pour lesquelles les péages sont volontaires, et vous comprenez que ça peut être compliqué, surtout qu'on est déjà le 9 juin, et que bah voilà, après, pendant l'été… Je me permets de vous interrompre, c'est Luc Mouton, c'est 15 panélistes. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre un panéliste PH par fac, 36 facs en France, etc. C'est 15 panélistes en tout et vous le roulez. Et il y a bien 15 PU de la spécialité pour commencer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Bonjour, excusez-moi, j'ai levé la main depuis un petit temps, Mickaël Dinomé. Je partage l'avis du fait que ça semble être une usine à gaz et que c'est pour septembre, on se dit que c'est très compliqué. Il y a effectivement certains collèges qui ont déjà en fait fait des modalités de TCS et dont on a les TCS validés avec en fait nos coefficients. Et ma question était assez simple, c'est est-ce qu'à partir de l'UNES, sans faire tout ce questionnement de nos panels, on pourra juste indiquer le TCS qui est déjà validé avec les réponses faites, où il faut toujours repasser par Non, mais vous pouvez le faire, ça, il n'y a aucun souci, hein. Vous saisissez votre TCS, vous rentrez les scores de panels que vous avez déjà, et puis fin de l'histoire, il fait partie de la banque, et puis c'est tout, quoi. Voilà, super. Merci beaucoup pour cette réponse. Magali, vous pouvez nous montrer comment les référents et rédacteurs peuvent avoir accès aux réponses du panel? Oui, c'est dans le module notation. Alors, montrez-nous d'où vous partez, parce qu'on va se connecter. Donc, le référent ou le rédacteur, il se reconnecte. Alors, oui, alors attendez. Là, on ne va pas pouvoir le voir. La notation n'a pas eu lieu. S'il n'y a pas d'étudiants qui ont répondu, le système de notation cherche des réponses d'étudiants et il n'en trouve pas. Donc, non, mais juste le chemin pour aller les voir, quoi. Le chemin pour aller les voir. C'est dans le module notation, donc sur la gauche, là. Ah, d'accord. Oui, alors. Le N. D'accord. Voilà. Il faut avoir clôturé l'épreuve. Il faut qu'elle ait été jouée. Si elle n'a pas été jouée, on ne pourra jamais voir. Mais, puis, il faut qu'elle ait été clôturée. Et là, donc, vous voyez, en fait, elle est en attente parce qu'elle n'est pas clôturée. Okay. Mais c'est ici, en fait. OK, d'accord. Et donc, voilà, et après, du coup, on va réinjecter, effectivement. Et sinon, c'est ce que disait aussi Olivier, on peut tout à fait saisir, en même temps qu'on saisit les différentes questions TCS, on peut saisir le nombre d'experts positionnés manuellement lors de la création de la question. Donc, voilà pour ma part. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, voilà, dites-moi. Claire, je te laisse aborder les questions. Alors, il y a tout plein de questions. Je vais essayer de répondre à certaines et vous me reprenez si je dis des bêtises. Est-ce qu'on peut mettre une image dans un TCS? Tout à fait. Je crois que la réponse est oui, mais comment fait-on? Alors, je vais vous montrer rapidement. Alors là, je suis quoi? J'ai sélectionné un TCS. Non, je vais le mettre en TCS. Pendant ce temps-là, donc le nombre minimal d'experts, pour moi, c'est une quinzaine. Le nombre maximal, alors certains semblent dire qu'on ne peut pas rentrer plus de 24 panélistes dans UNES. Ça, j'avoue que peut-être que Christian. Non, c'est parce qu'on a mis par défaut, il y a le terme 24, mais si on va dans information et qu'on va paramétrer dans paramétrage des réponses 24, si vous mettez 2848, si vous avez les 2848 experts, ça passera.
Ça revient en fait sur le cas de- Pour l'avoir fait, ça ne marche pas. Hein. Vous étiez bloqué à combien? À 24. Mais parce qu'il faut 24 et là, 24, aujourd'hui, on a supprimé le contrôle des 24. Donc, théoriquement, on doit, dans les réponses, on doit pouvoir mettre ce qu'on veut. Oui, là, dans les réponses ici, en fait. Il ne faut pas tenir compte de l'onglet. Du 24, il faut l'onglet mettre ici. information. Et donc, effectivement, pour les images, c'est ici, en fait, vous voyez, dans chaque éditeur de questions, on peut mettre des images. Donc, on peut mettre des images sur la vignette ici. Voilà. On peut, ici, on peut mettre, voilà, sur chaque, ici, vous voyez? Oui, très bien. D'accord. Ok. Et est-ce que c'est limité par le poids de l'image, des photos, des choses Oui, comme ça? il y a un blocage qui est fait, alors je ne l'ai plus en tête. Oui, de toute façon, l'utilisateur est averti quand c'est Oui, trop c'est gros. ça. De toute façon, voilà, Parce que exactement. sinon, Il y a un après, ça message. prend les examens. Une fois, on a eu des images qui faisaient 16 mégas ou 32 mégas. Ça n'a plus marché, quoi. Donc, si c'est sécurisé. Il y a un message d'erreur, mais je ne me souviens plus. Magali, est-ce que tu peux descendre l'écran vers l'endroit où il y a les panélistes, voilà, pour ceux qui ont fait leur test à côté et qui ont leurs résultats, eh bien, ils mettent les réponses des experts, ils les incrémentent ici et ils n'ont pas besoin de, s'ils ont déjà fait leur test à côté, ils n'ont pas besoin de le refaire. Est-ce que vous pouvez, parce que j'ai dû rater cette information à un moment donné, en fonction de la réponse des experts, comment on juge que la réponse est juste ou fausse? Il n'y a pas de bonne réponse, Anne-Laure. C'est le principe des TCS, c'est que le panel va s'exprimer, il va se répartir sur les différents items, la A, B, C, D, E, et ensuite on va comparer la réponse de l'étudiant en fonction de cette répartition. C'est tout le principe. Donc, il n'y a pas vrai ou faux. Là, c'est bloqué, en fait. On ne peut pas intervenir dessus. C'est qu'une question de poids, tout est juste et faux en même temps, c'est qu'une question de poids. C'est tout l'intérêt des TCS. J'entends bien, mais du coup, c'est un peu confusant qui écrit faux sous le truc cover. Oui, ça devrait disparaître. Il ne devrait pas y avoir. Mais voilà, ça a été grisé, mais c'est inaccessible. Ouais, il faut qu'on fasse plus que griser. Et après, du coup, la note se crée en fonction d'un pourcentage de concordance ou ça. Ouais, il y a tout un calcul compliqué. C'est un prorata, c'est au prorata. On l'a détaillé au début. Ouais. Voilà. J'ai raté ça, excusez-moi. Oui. Dans la première partie de Damien Roux, il l'a bien expliqué. Alors, je rechercherai ça dans pour rebondir là-dessus et sur certaines questions, le bon TCS, c'est la réponse en cloche, là, comme ça, avec au moins 2 colonnes, bien sûr, 3. Là, il y avait une question sur 4. Pour moi, c'est non. Hein. C'est 3 colonnes max et assez, comment dire, les totaux assez proches les uns des autres. Oui, sauf s'il y a un extrême où il y a une réponse, on peut l'effacer, c'est ce que disait Damien. Voilà. Est-ce que Magali, vous pouvez nous montrer les différents formats de réponse? Certains ont posé la question. Je crois que Christian avait rentré plein de formats de réponse possibles. Oui, on va les trouver ici. Alors, remontrez-nous le chemin. Il faut aller dans Bibliothèque des listes. D'accord. D'accord. Là, c'est là où elles sont. Mais là, on va choisir. Voilà. Et là, on va pouvoir toutes les voir. Mais effectivement, on va les choisir après. Si vous voulez les voir toutes, on va dire à la suite. Voilà. Vous pouvez les voir. La question, c'était sur une question TCS. Où est-ce que tu choisis? C'est au niveau de la question. Ah oui, c'est au niveau de la question, mais c'était pour, si on veut toutes les voir, par exemple, pour savoir lesquelles choisir, en fait, voilà. Mais effectivement, c'est au niveau de la question. Dans le triplet de questions, les questions doivent relever dans un TCS du même domaine. C'est-à-dire, si on a pris le domaine diagnostic, les 3 hypothèses seront des hypothèses diagnostiques. Si on a pris le parti pris de faire des questions sur le domaine thérapeutique, les trois hypothèses seront du domaine thérapeutique et elles auront toutes la même échelle. C'est-à-dire que quand on choisit une échelle, c'est pour un triplet un TCS à 3 questions, ils auront forcément la même échelle. José Labarrère, elle avait la main. Oui, elle avait la main.
José? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Alors, une petite précision, quand vous dites 10 TCS par collège, c'est 10 TCS de 3 prémices. Donc, ça fait 30 prémices, 30 questions en fait. On est bien d'accord là-dessus, hein? Oui. OK. Deuxième question que j'avais posée dans le chat, là, je comprends qu'il n'y ait qu'un seul référent pour coordonner, par exemple, pour le montage de l'épreuve qu'on va soumettre aux panélistes, etc. Mais pourquoi 2 rédacteurs? Parce que n'importe quel membre du collège pourrait être rédacteur, on peut solliciter n'importe quel membre du collège pour être rédacteur de. Alors, le d'un rédacteur TCS. n'est peut-être pas un bon mot, c'est-à-dire ceux qui vont enregistrer dans la banque, Mais on qui peut vont pas. aider le référent. Et justement, l'intérêt de l'UNES, c'est justement que ce soit partagé par toutes les facs. Et donc, je peux très bien faire saisir les 10 QCM, enfin les 10 TCS, pardon, par un rédacteur de chaque ville, ou certains peuvent en saisir plus. Mais pourquoi José, me priver de ça? José, tu as raison. Il faut simplement que chaque enseignant soit marqué comme appartenant, rattaché à sa faculté, mais aussi rattaché à son collège. Donc, si manuellement, à l'UNES, on doit répartir tous les enseignants de France et de Navarre par collège, on ne va pas s'en sortir. Dans le cadre d'un TCS qui serait partagé, théoriquement, n'importe qui peut le saisir. Mais pour qu'il appartienne au collège, il faut qu'il y ait des référents. C'est pour ça que ça a été fait comme ça. Juste, excusez-moi de vous interrompre, c'est Luc Mouton, je me permets d'intervenir, c'est que il y a plusieurs personnes qui évoquent, je dirais, balayer la totalité du territoire national, d'impliquer toutes les facultés. Vous avez compris que l'objectif, c'est qu'à partir du moment où on va utiliser pour la première fois les TCS en 2024, on n'a pas de banque de questions. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les enseignants en faisant une première banque de questions. Donc, on n'est pas en train de vous demander une montagne avec forcément 10, 15, 30 TCS par collège. Mais s'il y a déjà, on va dire, 5 TCS par collège dans la banque fin septembre, on sera déjà très heureux et ça permettra déjà aux enseignants d'avoir cette bouée de secours et cette aide pour fonctionner dans leur faculté. Donc, n'ayez pas l'impression comme ça qu'on vous demande un truc énorme. On vous demande en fait d'initier une démarche qui ensuite se continuera sur l'année et pourra être optimisée. Et on refera une réunion à la rentrée. Et puis, s'il y a plusieurs rédacteurs qui vont rentrer, vous avez vu, là, le tuto, c'est pas, il faut s'en servir. Si vous devez expliquer, le référent doit expliquer à 10 rédacteurs comment ils rentrent dans l'UNES, ça risque d'être un peu compliqué au début, à mon avis. C'est pour ça qu'on avait aussi réduit à 2, 3 rédacteurs qui vont se charger de maîtriser le parcours sur la plateforme aussi. Alors, il y a une question aussi, quand le tuto va-t-il être disponible? Rapidement, parce que je l'ai pratiquement terminé là. Et une question auquel je ne sais pas répondre, il y a des personnes qui semblent être encore sur la plateforme TEIA. Comment ils ont accès? C'est 2 plateformes qui sont différentes. Tout universitaire a accès à la plateforme UNES parce que c'est la plateforme des universités. Donc, ils ont leur compte universitaire, ils vont dessus. Pour aller sur la plateforme, je l'ai mis, c'est facile, c'est portail.unes.fr. Voilà, avec des universitaires, ils se connectent. Et ensuite, en gros, voilà. Et puis, ceux qui sont sur TEIA, c'est une autre plateforme qui est différente, qui n'est pas nationale, et du coup, qui ne permet pas de faire travailler tout le monde ensemble, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est 2 choses complètement différentes. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur TEIA, il faut qu'ils accèdent, faut qu'ils aillent sur le site d'UNES et qu'ils demandent des… Non, ils les ont automatiquement. Tout universitaire pardon. a accès à l'UNES. C'est la plateforme des facs. D'accord. Après, TEIA, il y a des facs qui ont fait le choix de prendre ou garder la solution TEIA, mais c'est pas le cas de toutes les facs. Donc, du coup, si on veut travailler tous ensemble, on est obligé d'être sur une plateforme commune. Pour qu'ils activent leur compte, il suffit qu'ils aillent une fois d'abord sur Cockpit
Et voilà. On peut accéder à Cockpit, mais pas pouvoir avoir accès à Studio. Une fois, quand on est universitaire, on se connecte à Cockpit. Oui. Et puis on prévient son ingénieur pédagogique et immédiatement on a accès à Studio, immédiatement. Là, je viens d'essayer et je n'ai pas de droit d'accès à Studio. Il faut demander. C'est l'ingénieur pédagogique de votre fac qui vous donne les accès. Qui peut ouvrir l'accès, oui. Qui peut activer, qui peut vous marquer comme enseignant. Oui, Christian, mais ce qui se passe, c'est qu'on a des collègues qui n'ont jamais foutu les pieds sur l'UNES parce qu'ils ont la plateforme TIA chez eux. Et donc, ils sont complètement paumés. Moi, je pense que pour ces personnes-là, il faut qu'on ait quelque chose de bien précis. Parce qu'il faut qu'on contacte leurs doyens et leur scolarité et qu'on explique comment ça se passe. Parce que je vois bien là, une des personnes qui a pris la parole, il va s'écrire à sa scolarité, elle va répondre, on ne sait pas de quoi vous parlez quand même. Donc, je pense, moi, ce que je retiens, je ne sais pas, Luc, Eric, là, il faut qu'on passe à la conférence des doyens et qu'on précise ce truc-là. Oui. Parce que sinon, nos collègues sur TIA, moi, je les comprends, ils vont jeter l'éponge, quoi. Bien sûr. Oui. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation, on va faire une communication spéciale via les doyens et puis après via la CNCEM entre vous, voilà, parce que ce serait dommage d'être bloqué parce qu'effectivement, tout n'a pas été fait au niveau de la scolarité. Donc, le studio est un accès un peu limité, contrairement au portail. Portail, il suffit d'avoir une adresse universitaire. Le studio, c'est un accès limité. Vous comprenez bien, c'est la zone des examens, etc. On ne peut pas y rentrer comme dans un moulin, contrairement au portail. Voilà, donc moi, ce que je vous propose pour les enseignants qui sont comme ça, via la CNCEM, la conférence des doyens, on fera une note spéciale pour les UFR afin qu'ils adressent à leurs enseignants qui ne connaissent pas du tout l'UNES la procédure et que leur scolarité fasse ce qui est nécessaire. Et puis nous, côté assistance UNES aussi, on peut mettre en place des cafés pédagogiques à des horaires précis et vous pouvez venir vous connecter et vous aurez une assistance personnalisée dans ces cas-là. Oui, pour un collège, c'est bien, les cafés UNES, c'est bien. Si un collège s'inscrit avec quelques collègues, vous vous donnez rendez-vous sur un créneau qui vous convient et à ce moment-là, vous êtes tous ensemble et le support de l'UNES vous forme, etc. C'est super efficace. Hein. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Il y avait une question pour Magali. Actuellement, tous les collèges sont rentrés ou avec leurs acronymes, puisque quand on va créer le titre, il faut rentrer le collège. Vous aviez l'air de dire que tous les collèges n'y étaient pas ou il n'y avait pas les acronymes. Il me semble, il n'y a peut-être pas les acronymes, mais il me semble, Christian, que tous les collèges sont rentrés normalement, non? Tous les collèges sont rentrés. Il n'y a pas les acronymes, mais chaque membre du collège connaît l'acronyme de son collège. Oui, non. Oui, voilà. Le nom du collège, ça suffit, oui. Oui, ma chérie, ça va? Oui. Oui, chérie, ça va? Attention, il y a des micros ouverts, là. Ça, c'est la Borel, pardon. Claire, oui. on a tout balayé. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, juste parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une confusion. Nous, pour la plateforme UNES et faciliter l'enregistrement des TCS, on a décidé de demander à chaque président de collège un nom de référent et un nom de rédacteur. Mais bien sûr que tous les membres de votre collège peuvent rédiger des TCS. Là, c'est parce qu'on limite juste pour l'accès, pour l'enregistrement des TCS et qu'on a utilisé le mot rédacteur. Voilà, c'était tout. Donc là, je remercie parce qu'on a quand même eu beaucoup de réponses de la part des présidents de collège. Il en manque un petit peu, mais on devrait finaliser assez vite. Et Olivier, Magali et Christian, donc ensuite, l'étape suivante, ça va être l'accès de tous les enseignants au TCS validé. Oui. Tout à fait. Juste, Voilà. je voudrais dire si Oui, quand s'il y a des enseignants, tous les enseignants qui ont accès à Studio, s'ils saisissent un TCS et qui ne sont pas le référent et qui mettent qui se mettent en co-auteur et qui mettent le référent qui est à l'UNES comme auteur,
eh bien, ça résout le problème parce qu'à ce moment-là, il aura la possibilité de faire tout ce qu'il faut et de le voir. C'est peut-être la solution qui répond à la problématique qu'a soulevée José tout à l'heure. Voilà. Mais il faudra mettre le référent en auteur. Toujours mettre le référent associé. Non, pas forcément, Christian. Si le référent, à partir du moment où il a un rôle de gestionnaire d'épreuves, il pourra de toute façon voir tous les TCS du collège. Donc, c'est pas forcément… Non, mais c'est pour l'enregistrement des TCS. C'est pour que quelqu'un d'autre l'enregistre et qu'on le mette après sur le collège. Ça peut être un… Ah oui, d'accord, ok. Je comprends. C'est-à-dire que toute personne peut enregistrer un TCS et il met le référent de son collège en co-auteur et comme ça, le référent peut le récupérer. On arrivera à le récupérer peut-être plus facilement. Le fait que ce soit un seul ou deux personnes qui rédigent, ça permet qu'il y ait une standardisation plus rigoureuse parce que sinon, il y a des déviations, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, oui, il vaut mieux éviter de faire cet artifice, à mon avis, quand même. Hein. Oui, mais voilà. Ça peut aider, il y a certaines, j'imagine, situations particulières qui font que, voilà. Très bien. Claire, est-ce qu'on a tout fait? Je pense qu'on a essayé de faire au mieux. Oui, donc, voilà. vous allez avoir des tutos, ou au moins un tuto en tout cas. Damien Roux, vous avez mis dans les liens, dans le chat, des documents à télécharger. Oui. Mais on remettra le maximum, je pense, sur le site de la CNCEM. Oui, ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et l'enregistrement sera disponible je vous donnerai un lien. Du coup, moi, je vais le mettre sur notre bibliothèque de vidéos. D'accord. Et comme ça, je pourrais vous communiquer un lien. Très bien, d'accord, ok. Moi, je pense, Eric et Claire, c'est qu'il faudra envoyer tout en même temps, les tutoriels, la vidéo, les documents. Oui. Voilà, parce que qu'ils reçoivent tout d'un seul coup, quoi. D'accord. Un cadeau TCS d'un coup. Ouais. D'accord. Et on pourra en mettre certains, on pourra récupérer par exemple l'enregistrement sur le site de la CNCEM ou… Oui, sans souci, on vous donne. Après, nous, c'est un lien, c'est une plateforme multimédia qu'on a mis en place, qui est à l'UNES. Hein. Et ensuite, il suffit de mettre un lien ou même d'incorporer la vidéo sur votre site pour pas. Voilà, franchement, c'est aucun souci. Hein. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres mains levées, Claire? Non, je n'ai pas l'impression. J'en ai pas vu, je vérifie une dernière fois. Non, c'est bon. C'est bon. Et c'est vrai que avant de partir, on propose une petite vidéo enregistrée parce que pour montrer comment on fait, ça, Magali, on essaiera de le faire avec Christian, c'est très court, en disant voilà comment vous saisissez un TCS de façon très courte, en 5 minutes ou 3 minutes. Ça permet comme ça aux utilisateurs de ne pas se retaper toute la vidéo et d'aller à l'essentiel, quoi. Voilà. Mais on fera au mieux le package. Hein. J'ai vu quelqu'un… Il y aura tuto aussi bien écrit que vidéo. Il y aura les deux. Et un tuto, comment créer un lien, comment créer le lien à envoyer au panel. Ça, c'est à mon avis le point important. Tout à fait. Luc, je ne sais pas si Luc est là, s'il veut conclure. Il a peut-être dû partir. Oui, il a dû partir. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Et puis, écoutez, passez un bon été. Merci. Au revoir. Merci Olivier. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.